Je te laisse la parole du coup pour nous parler de BPI France. Oui. Eh ben, merci. Merci déjà. Donc, BPI France, c'est la banque publique d'investissement. Concrètement, on est vraiment la banque des entrepreneurs. Donc, on est ravis de voir que l'entrepreneuriat en France, la relève est là, ce soir. Et nous, on essaie de financer les entreprises à chaque étape, importante. Que ce soit, au moment de la création de la société, au moment où elles ont besoin de se développer et de se renforcer, où elles vont peut-être lever des fonds ou alors elles vont peut-être penser à des leviers de croissance, à essayer d'aller à l'export et on est là sur ces étapes-là importantes. Bon, là, il y a quelques chiffres, il y a un petit slogan qu'on a bien aimé, «Envoyez-nous du bois, on vous envoie du blé». Je vous l'ai mis là, c'était pour la blague. Et après donc là, c'est quelques chiffres. Ça représente effectivement, 18 000 de financement direct, 8,7 milliards de garanties, 4 milliards d'investissements. C'est pas très parlant, mais vous allez comprendre après sur les slides suivantes, là où je veux en venir. Donc on dit qu'on veut être la banque des entrepreneurs, mais concrètement, comment on s'y prend? Bah, déjà, on est implanté au plus proche, des entreprises et des entrepreneurs, donc dans les territoires. Le Pays de France, c'est pas que à Paris, c'est vraiment on a 48 implantations régionales et bah, pour, la région Aura, vous voyez qu'il y a quand même, on est quand même assez bien représentés, il y a beaucoup d'entités et ça enfin, en quoi c'est important pour, des entrepreneurs comme vous, c'est que, vous avez la possibilité d'avoir un interlocuteur dédié, au sein de BPI France qui vous accompagne, vraiment sur toutes les étapes que j'ai citées tout à l'heure et donc un interlocuteur privilégié et qui va être aussi la porte d'entrée vers tous les métiers de BPI France que je vais présenter juste après. Donc on le sait pas souvent, mais déjà dans BPI France, on a banque publique, donc on se dit: «Bon, OK, est-ce que c'est une banque? Est-ce que c'est du financement public?» Bah, en fait, c'est les 2, mais on fait pas que, donner de l'argent. On est aussi là pour faire de l'accompagnement et du conseil, notamment sur la partie création. Il y a pas mal de contenus qui peuvent vous intéresser. Je ne sais pas si vous connaissez le site, web BPI France Création, sur lequel on a, du contenu pédagogique sur à peu près tous les sujets qui concernent la création d'une entreprise. Comment on rédige un pacte d'actionnaire? Quel statut juridique choisir pour ma société? Enfin, ce type de questions qui peuvent, vous être posées à un moment donné et donc ça va être vraiment la partie création. On fait pas que ça, on vient aussi en renforcement sur les prêts d'honneur, sur cette activité-là. Ensuite, il y a BPI France Innovation, donc là, c'est le métier dans lequel j'évolue avec, Romain aussi, Romain Tadj qui est là dans la salle, ici présent, qui est aussi mentor cette année et qui est dans mon équipe. Heu, donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les projets innovants. Dans innovation, parfois, on peut se dire: «Est-ce que» bah, tout à l'heure, on a posé la question, hein: «Est-ce que votre projet, vous considérez que votre projet est innovant?» Parfois, on peut avoir des doutes et en fait, c'est aussi notre rôle de vous recevoir, d'échanger par téléphone, par mail, de se voir en rendez-vous pour essayer de déterminer, bah, si votre projet peut rentrer dans les critères de soutien, d'aide à l'innovation. Parce que l'innovation, c'est au sens large. On n'a pas une définition qui se cantonne à la techno, mais ça c'est vraiment beaucoup plus large. Ça peut être de l'innovation créative, ça peut être aussi, de l'économie sociale et solidaire. Donc n'hésitez pas, si vous avez ce doute-là, de venir vers nous. On est là aussi pour ça. Ensuite, on a la partie conseil, moins connue pour le coup, peut-être que non, moins connue. Donc la partie conseil, c'est qu'en fait, nous, voilà, Nicolas Dufourcq, il y tient énormément à cette, partie conseil puisque, l'idée, c'est de dire: «Bah, bienvenue. C'est bien beau de financer en donnant de l'argent aux entreprises, mais maintenant comment on fait pour, réunir autour d'elles les meilleures conditions pour qu'elles soient dans le succès, en fait? Que le projet, se déroule au mieux?» Bah, parfois, elles ont juste des problématiques, ça peut être des problématiques de recrutement, des problématiques RH. Bah, nous, on a des outils de conseil avec des experts dédiés qui peuvent aider sur ces sujets-là. Donc voilà, après donc il y a la partie investissement, celle-là, elle est plutôt connue. Ça va être, bah, en fait, tous les fonds d'investissement qui sont gérés par BPI France. Toute la partie internationale, là, c'est quand vous voulez, bah, on va dire que vous avez déjà éprouvé un petit peu le projet en France et vous apercevez que votre marché, bah, il est surtout, mondial ou bien européen ou dans une zone vraiment ciblée, un pays en particulier et ben, là, on a des solutions, pour vous aider à prospecter sur ces zones-là, par exemple, ou à prendre du risque à aller, à l'export.
Et après financement, donc là, c'est beaucoup plus classique, c'est, à peu près tout ce que vous connaissez des banques traditionnelles. Alors, slide très chargé, je me le note pour la prochaine fois. Allez! Là, c'était important en fait de vous montrer ça parce que aussi on a donc le financement, c'est comme je le disais, c'est vraiment la partie, on va dire classique des banques traditionnelles. On fait plus ou moins la réelle chose, mais BPI France, on n'est pas en concurrence avec ces banques-là, dans le sens où nous, notre raison d'être, c'est de faciliter l'accès au crédit, des entreprises. Donc on vient en soutien des banques. Et par exemple, sur cette activité-là qui est très similaire, on ne peut pas intervenir seul. Quand les banques, elles, peuvent intervenir seules, on est obligé d'intervenir à leur côté. Ça, c'est vraiment un élément à prendre en considération. Nos partenaires bancaires, on travaille vraiment main dans la main avec eux. Sur la partie innovation, en gros, il y a 2 grandes familles. Il y a tout ce qui va être aide à l'innovation et plutôt toute la partie prêt, qui va vous aider plutôt pour des besoins de trésorerie. Ça, c'est juste à retenir, c'est très simple. C'est donc la partie aide à l'innovation, c'est vraiment pour vous aider à innover, à prendre des risques, sur votre innovation. Et la partie prêt, bah, c'est plus, par exemple, si vous avez besoin de recruter un profil en particulier et en tout cas des dépenses qui ne sont pas liées à de la au sens, R&D et sens montant. Voilà. Après, pour terminer, sur la partie, garantie, ça peut être important de dire ça aussi. Je disais qu'on était main dans la main avec les partenaires bancaires et sur la partie garantie notamment, on peut être un élément différenciant qui fait que les banques vont accepter de vous accompagner sur vos prêts en baissant leurs risques à elles, parce que nous, on contre-garantit ce risque. Et voilà, je vais m'arrêter. Si vous avez des questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? N'hésitez pas, hein, c'est l'occasion. Moi, je vais peut-être t'en poser une. Ouais, À partir de quand on peut venir vous voir? Est-ce qu'il y a un question. moment où c'est trop tôt, trop tard? Très, très bonne question. Je dirais que sur toute la partie avant la création de la société, on va plutôt avoir des échanges informels, peut-être du conseil, mais on va surtout vous orienter, en fait, en fonction de vos questions, vers les bons acteurs. Parce que, par exemple, en antécréation, vos questions, elles vont peut-être tourner autour de la forme juridique. Ça va plutôt être, du coup, des experts juridiques pour vous aider. Donc je dirais au moment où vous êtes sûr de créer l'entreprise et au moment où vous avez besoin d'évoquer votre stratégie de financement, de présenter votre projet, d'avoir aussi des premiers retours parce que, on peut aussi se parler en rendez-vous, pas forcément pour, financer derrière, mais aussi juste pour, pouvoir y vous dire ce qu'on pense du projet, et vous amener parfois à des pistes de réflexion aussi. Donc ouais. Quel qu'est-ce que vous pratiquez pour les différents accompagnements, type conseils, que ce soit aussi en création? Et ben, donc en fait, Anté-Création, on va pas forcément le si on fait un rendez-vous, c'est gratuit. Il y a pas de tarif particulier et les conseils qu'on peut prodiguer, c'est gratuit aussi. Ça fait partie de notre métier de vous accompagner là-dessus, sur l'anté-création. Ensuite, la partie conseil que j'évoquais tout à l'heure, bah, qui était sur la slide précédente, où là, vraiment, c'est sur des problématiques précises, où il y a des experts dédiés qui viennent, dans les entreprises pour aider sur des problématiques précises. Là, effectivement, il y a un tarif, ça dépend, bah, de la prestation, donc c'est un peu difficile de répondre, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que, on fait ces outils-là et qu'on prend en charge 50 à 80, ça dépend des outils qu'on utilise. Sur le conseil, par exemple, on prend 50 à 80 du montant que ça coûterait réellement si vous passiez pas par BPI France, par exemple. Sont basés plutôt par qui? Bah, par un conseil externe, par un expert externe indépendant ou par une société de conseil, autre. Un budget dédié. Et ça va, par exemple, je vais te donner un exemple concret. Admettons, vous avez un besoin d'éco-conception parce que voilà, votre projet a un produit, vous avez un besoin d'éco-conception sur ce produit-là. Bah, nous, on peut avoir des experts référencés sur l'éco-conception et donc du coup, ça va permettre de prendre en charge une partie de la prestation de cet expert-là. Ah d'accord, cet expert n'est pas salarié France, sans seulement les référencer. On a les 2 selon les thématiques. On peut avoir des conseils internes et des conseils externes si nous, on n'a pas la compétence. Bah, du coup, c'est un expert qui est référencé, qui a déjà été éprouvé sur d'autres projets et on sait que ça s'est bien passé et du coup, il fonctionne comme ça. Et après sinon, pour tout ce qui va être outils de financement, en innovation, sur les aides et aussi sur les prêts, bah, sur les prêts, j'ai envie de dire, c'est le coût d'un prêt que vous pourriez avoir ailleurs. On se distingue aussi parce qu'on a des règles de différé. Donc ça peut être intéressant quand vous avez vraiment des développements à faire.
et que vous avez besoin d'avoir un retour sur investissement de 1 à 3 ans, par exemple, avant d'être en capacité de rembourser le prêt. Des choses qu'on regarde aussi. Ils ont. S'il y a d'autres questions? Ouais, vas-y, je crois que Moi, c'est à l'international. Je voulais savoir si vous avez des liens avec les ambassades. Je suis là. À quelqu'un prend confiance un petit peu dans un lancement doit être très complexe. Ouais. Justement, en fait, de pays France à l'international, la cellule internationale, elle fait partie de la Team France Export, donc elle est aussi en lien avec Business France. On a aussi beaucoup de liens rapprochés avec le Grex, ces entités-là, qui connaissent, très bien les marchés avec Engie, justement. Et donc, on va dire que le minimum qu'on peut se faire, c'est déjà de mettre en lien avec des personnes en local qui connaissent bien ces marchés-là. Et ensuite, quand votre entreprise a un peu plus grossi, quand l'entreprise est un peu plus grande, qu'elle fait un peu plus de chiffre d'affaires, on a ce qu'on appelle les missions à l'international. En fait, là, il y a une délégation d'entreprise qui va partir directement, à l'étranger. Ça peut être aux États-Unis, ça peut être en Europe. Une promotion, par exemple, des dizaines d'entreprises qui va justement, faire des rendez-vous business qualifiés, faire des rendez-vous avec les personnes on va dire, décideurs de ces ambassades. Donc ouais, ça existe, ça fait partie, du programme, de DPI en cette sport. Merci. C'est bon? Ouais, ça marche. Merci, Charlie. Et je voudrais dire d'ailleurs qu'on les applaudisse encore plus fort parce que tous les deux, que ce soit Romain ou Charline, sont également mentors à Pépite et ils sont là aussi pour donner un peu de leur temps pour vous filer un coup de main. Donc merci à tous les deux. Bravo. Je vous propose qu'on enchaîne du coup avec le témoignage d'Hervé et je vais vous demander plein d'applaudissements pour Hervé. Je vous dis merci d'être là ce soir. Euh, avant, avant de commencer, je vais vous passer une petite vidéo. Comme ça, tout le monde saura de quoi on parle. Je connais celui-là. Mettre le nouveau. Oh, même pas. Qui dit ça? Ouais. Bon, il y aura pas, ça sera sans son. Dommage. Mais ton son rapport. C'est bon. Show aktuelle about Miss Binget Sioni at is Copy my steel. This is that there ain't no cap in yield. No gap in yield. Plastic bars will copy my steel. Das ist Station Meet. Donc là, pour ceux qui ont compris, hein, j'ai amené un modèle réduit. Donc là, ça, je peux pas trop. Il a pris un coup de chaussure juste avant. Alors déjà, je me présente, je m'appelle Hervé. Le but, c'est que ce soit interactif, donc n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me tutoyer aussi. Je commence déjà à avoir beaucoup de cheveux blancs, j'ai pas envie d'en prendre x2 ce soir, hein, donc tutoyez-moi s'il vous plaît. Voilà, le but, c'est que ce soit interactif et que ça vous serve à vous qui avez des projets ou. Et puis aussi, moi, je vais avoir de l'expérience avec mon retour, donc ça, c'est cool. Peut-être commencer par expliquer qui tu es, ce Ouais. que tu as fait comme parcours. Eh ben, j'ai 2 casquettes et donc la casquette dont on va parler aujourd'hui, c'est celle, d'un gros geek qui voulait être pilote de chasse et qui avait des lunettes et comme j'avais les lunettes, j'ai même pas pu essayer d'être pilote de chasse donc en fait, ça fait 20 donc j'ai 40 ans et ça fait 25 ans que je fais de la simulation de chasse sur ordinateur et quand on dit simulation de chasse, c'est vraiment de la simulation. C'est-à-dire que donc moi, je fais du F-16 pour ceux qui connaissent, c'est pas l'avion de Top Gun, c'est un autre avion américain. Donc aujourd'hui, si on me met dans un F-16, je sais à peu près le démarrer, gérer tout l'armement. Il y a plein de gens comme moi, on a même été contactés par les armées de l'air en fait pour faire. Vous savez, au poker, il y a des amateurs qui vont dans des vraies salles de poker et ils jouent contre des pros. Ben, l'armée de l'air, c'est pareil, ils contactent des gens comme nous parce qu'en fait, ils ont des projets pour multiplier le nombre de pilotes par 2 dans la simulation. Ils mettent leurs vrais pilotes de Rafale ou de Mirage. Ils mettent des gars qui font de la simulation comme nous, et puis on se fight entre nous là. Ça leur permet de multiplier le nombre de personnes par 2 sans que ça leur coûte un rond, quoi. Et nous, on s'éclate, on vit notre meilleure vie. Donc ça, c'est vraiment la simulation aérienne, avec des missions qui peuvent durer 3 heures, du ravitaillement, de la très basse altitude, enfin voilà, c'est vraiment ça.
Donc moi, je viens de ce monde-là, ça fait 25 ans que je fais ça. Et il y a 6 ans, donc je suis passé on a vu, hein, il y a des casques de réalité virtuelle et donc j'ai mis ou il y a 7 ans maintenant, j'ai mis un casque de réalité virtuelle. Alors pour ceux qui ont déjà essayé, c'est génial, hein, on a vraiment l'impression d'être, dans sa voiture, dans son avion, sur sa voilà, de faire le jeu vidéo. Mais c'est aussi très frustrant parce que, bah, on peut pas toucher, on peut pas ressentir. La plupart des gens sont malades aussi parce qu'en fait, comme ça bouge, vous faites un looping, un tonneau, ou vous roulez en voiture, bah, vous êtes malade parce que votre oreille interne, elle ressent pas le mouvement et donc c'est assez frustrant et donc à l'époque, j'ai cherché sur internet, bah, voilà, acheter un simulateur, pour le mettre, dans le bureau et cetera et donc ça coûte 150 à 200 000 €. Donc bon, c'est un peu cher quand même. Ça, c'est de la merde, voilà et donc je me suis dit: «Je vais faire», je sais pas si on peut mettre, je me suis dit: «Je suis pas plus con qu'un autre, je vais» vas-y passe, suivante. Ouais, je suis pas plus con qu'un autre, je vais le fabriquer et donc ça a commencé comme ça. Donc là, c'est un proto avec, en bois, hein, pour voir, les encombrements. Ça, c'est les prototypes des vérins. Donc les vérins, c'est ces pièces-là qui permettent au siège, bien entendu, de bouger. S'il y a pas de vérin, ça bouge pas, hein. Donc le siège est sur vérin, il y en a 6. Donc ça, c'est le proto en bois qui marche pas, hein, c'est tout cassé. Bon, je m'en doutais un peu. Tout cassé, donc après je suis parti sur, bah, de la soudure et des choses en métal. Si tu peux mettre juste la photo d'après, la page d'après, pardon et donc c'est ce proto-là, donc ça, c'est le proto que j'ai fait il y a, bah, 7 ans maintenant et en fait, j'avais tout le monde qui venait chez moi, mes potes, bah, oui, on peut faire avion, voiture, hélicoptère, montagne russe. J'ai eu des enfin, maintenant, j'ai fait même des simulateurs de tapis volants, enfin, on peut faire ce qu'on veut. C'est un truc qui bouge, donc on en fait ce qu'on veut et donc comme j'avais plein de potes qui venaient chez moi et cetera, et bah, il y a 2 ans et demi là, à peu près, ouais, au niveau du covid, je me suis dit: «Bah, je vais faire la» comme vous l'avez vu avant, il y a beaucoup de bricolage. C'est pas accessible pour tout le monde. Enfin, il faut avoir, du gros matos, il faut vraiment bricoler et cetera et donc l'idée que j'ai eue, c'était, bah, je fais la même chose mais comme un meuble Ikea. C'est-à-dire que quelqu'un qui bricole un petit peu, il faut pas être handicapé des 2 mains, mais quelqu'un qui bricole un petit peu, bah, il est capable de monter avec une notice Ikea et cetera, un simulateur, qui est inaccessible pour tout le monde aujourd'hui et il le monte dans son garage en 3, 4, 5 jours de boulot. Le critère, c'était que mes gamins qui avaient, 10 et 9 ans à l'époque, ils soient capables de le monter. Alors je parle pas effectivement des efforts et cetera, mais ils ont une notice, une vidéo, je leur foutais les pièces devant, comme un Lego, c'est un Lego et vous devez le monter. S'ils y arrivaient pas, c'est que c'était trop compliqué et donc j'ai sorti, le premier proto, enfin j'ai commencé à vendre en avril 2020, on est quoi? En 2022. Je pensais à vendre 2-3 par an, donc je les avais mis sur Leboncoin, Facebook et cetera. J'en ai vendu 10 la première semaine, donc là, je me suis dit: «Bon, le business plan est raté, tant mieux, mais le business plan est raté». Donc déjà, j'ai attendu de voir si les 10 premiers qui m'ont fait confiance, ça marchait bien, si je m'étais pas raté et cetera et donc au final, bah, après j'ai voulu faire une micro-entreprise et en fait, bon, j'ai explosé les seuils et en plus en micro-entreprise, pour ceux qui le savent, on peut pas déduire ce qu'on achète. Donc c'était compliqué, je devais demander aux gens d'acheter des trucs, enfin, c'était le bordel et au final, j'ai créé une, boîte en novembre 2023 et donc là, je finis mon deuxième exercice comptable et je vais, je pense, cette semaine passer le 1 000 000 € de chiffre d'affaires. Alors on va dire: «Ouais, c'est super, le chiffre d'affaires, c'est super». En fait, on s'en fout du chiffre d'affaires, ce qui est important, c'est le résultat et le résultat est plutôt excellent et voilà, donc j'ai bien fait de me lancer. Je pensais en vendre 2 par an, j'en vends à peu près 2 à 3 par semaine. Là, j'ai vendu le 150e là, donc ça marche vraiment bien et là, on peut voir, des trucs qui étaient sympas. Ça, c'est l'armée, la gendarmerie qu'on a pris à la gaming, à une enfin, un meeting de gaming en 2024. Gaming Expo, je sais plus. Bon bref, ils faisaient le recrutement, avec mon simu. Ça, c'est, Dassault Aviation, donc ceux qui fabriquent les Rafales là. Ben, ils m'en ont pris 3 et puis c'est moi qui ai fait toute l'animation, du stand Dassault pendant une semaine. On a fait carton plein, c'était plein tout le temps, le public a adoré, c'était vraiment génial. Donc voilà, j'ai gagné un tour de Rafale aussi, le vrai avion, donc j'ai gagné le pins, de la part du PDG de Dassault. Donc voilà, c'est pour moi qui voulais être pilote de chasse, c'est le rêve quoi, vraiment le rêve. Hier, j'en ai vendu un à l'armée de terre à Orange qui m'offre un tour d'hélicoptère de combat aussi. Donc voilà, pour un gars comme moi, c'est c'est vraiment le rêve et après je sais plus s'il y a ouais, donc on parle d'entreprise internationale et cetera. Bon, j'en ai vendu un peu partout dans le monde
Ouais, il y en a il y en a 10 ou 15 de plus là, mais j'en ai vendu un peu partout dans le monde parce qu'en fait alors le prix, hein, parce qu'on peut attaquer par ça, c'est vrai, c'est en gros, c'est 13 000 € TTC. Donc ça peut paraître cher, tout est relatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les professionnels, il y avait rien à moins de 150 000. Voilà. Et après, pour les particuliers, il y a des solutions vers les alors il y en a sur AliExpress, hein. Bon, je sais pas si j'achèterais un simulateur à 8 000 € sur AliExpress, mais il y en a. Et après, en gros, il y a des solutions un peu plus, professionnelles, ça commence à 35 000 avec des mouvements qui sont à peu près 3 à 4 fois moins importants que les miens. Et voilà, puis après, il y a des trucs à 6 000 balles, c'est de la grosse merde, ça fait du bruit, dès qu'on met un joystick un peu trop lourd, ça marche pas. Donc je me suis positionné dans cette gamme de prix-là et visiblement, il y a un marché. Bon, après, c'est pas un marché, voilà, ouais. Tu prêt à mettre combien justement quand tu recherché, un simulateur? Ouais, 10 000 balles, ça paraît raisonnable. Ce qu'il faut se dire, hein, c'est que ça paraît peut-être cher aussi, mais quand on en est là, on a déjà bon, déjà chacun fait ses loisirs, hein. Il y en a qui ont des vélos, à 10 000 balles aussi, hein. Ouais, ou 4 000 ou 5 000 ou voilà. Il y en a qui ont des voitures à 60 000 balles. Donc là, chacun, je me souviens, il y avait un copain, il me disait: «Ouais, mais j'ai pas la place et le budget». Je fais: «Putain, tu as un garage?» Il me fait: «Oui, mais j'ai la moto». Et elle coûte combien? 18 000 balles. Voilà, c'est que tu as le budget, c'est juste que tu l'as mis ailleurs, quoi, voilà. Et voilà, et on est dans un monde où on parle de PC qui valent, généralement 3 à 4 000 balles. Le casque de réalité virtuelle, qui peut valoir 2 000 balles aussi, et cetera. C'est un monde de gamers, de passionnés, donc dès qu'on est dans la passion, les budgets, c'est sûr que c'est pas les mêmes que quand on achète un PC pour faire un PowerPoint, au bureau, quoi, voilà. Donc voilà, le prix, c'est dans ces ordres de grandeur-là. Et il y a pas que ça aussi, la plupart des gens qui me l'achètent, ils me l'achètent pour, ils ont aussi le plaisir de monter le truc. C'est-à-dire qu'ils ont aujourd'hui le meilleur simulateur qui existe sur le marché, clairement, et en plus, ils le montent eux-mêmes. Et voilà, la plupart des gens qui me l'achètent, c'est des gens comme moi, avoir un truc comme ça et comme un Lego technique, hein, il y a des Lego, qui valent 1 000 € là, les trucs Star Wars et tout là. Bah, là, c'est pareil, ils ont les notices, ils le montent, ils le testent, ça marche et la plupart des gens, ils me disent: «Ouais, c'est vraiment trop bien, quoi». Vas-y Gabriel, peut-être tu une première question? Le niveau de lançage, c'est ce que de faire et voilà, qu'ils doivent savoir bricoler et cetera, c'est quoi? C'est pour qui? Savoir souder ou c'est en masse, tu vois? Non, c'est vraiment, alors à l'inverse du premier simu que j'ai fait, qui là où on voyait, j'ai soudé des pièces et cetera. Là, le but, c'est que les seuls outils nécessaires soient la clé et le tournevis et à peu près tout, quoi. Il y a rien de plus. Tu mettais en qualité à 5 euros. Ouais. Ouais, parce qu'il monte pas moins. Il monte aussi les vérins, hein. OK, d'accord. Voilà. Et après, donc, enfin, en gros, le produit, il a assez peu changé entre le numéro 1 et le numéro 150. Ce qui a changé, c'est, de le rendre encore plus facilement faisable. Avec le retour d'expérience des premiers, voilà. Avec les notices et les vidéos qui sont largement améliorées de mon côté. Et voilà, c'est ça qui s'est amélioré dans le produit. Et aujourd'hui, autant au début, les premiers qui m'ont fait confiance, c'était plutôt des gros bricoleurs, voilà. Autant ceux qui font maintenant, alors bon, j'ai des questions des fois, hein, mais voilà, c'est les gens maintenant, c'est, vraiment, un gamin de 12 ans peut le faire, quoi. C'était le critère. Moi, j'ai une autre vie, je travaille chez EDF et on dit que la moyenne intellectuelle des gens, c'est un enfant de 12 ans. Ça fait un peu mal au cœur de dire ça, mais voilà, et je peux confirmer. Donc moi, mon critère, c'était qu'un enfant de 12 ans puisse monter le SIMU. SIMU. Christophe, tu voulais poser une question? Après, Et alors comment ça marche? Ça se branche à un PC? Ouais, comme une souris. C'est-à-dire que tu branches à un PC, après tu mets le jeu vidéo, qui t'intéresse, donc un jeu d'avion, un jeu de voiture, un jeu de montagne russe. Donc le jeu, il faut juste qu'il ait la capacité de donner les informations du véhicule, donc effectivement, les déplacements de ton avion ou de ta voiture ou de ton tapis volant, et nous, on les récupère et on fait bouger le simulateur. Et pardon, est-ce que vous pensez à terme vous seriez branché pour cette femme peut pouvoir le brancher à Oui, c'est le cas. On est déjà branché à Gran Turismo 7, en l'occurrence, qui est un jeu sur PlayStation. Voilà, mais aujourd'hui, c'est plus PC quand même. Parce que les consoles, par définition, sont fermées pour qu'il y ait personne qui qui fasse de la merde dessus, donc ouais, c'est plus PC, ouais. Gaspard, du coup, tu une question? On y reviendra après, hein, pour les enchaînements. Je fais comment pour, soulever tout le truc, les sièges là? Effectivement, il y a quand tu arrives, donc c'est par partie, donc il y a la partie du bas, les vérins et la partie du haut et donc effectivement, il y a un moment où tu dois être juste 2 pour mettre la partie du haut sur 2 tréteaux, quoi. Mais tout le reste après, ça se fait vraiment tout seul, bon.
C'est sûr, si t'as là, pour le coup, il faut pas avoir un gamin de 12 ans, faut des adultes pour le monter, ouais. Vas-y, Nefs. Comment vous appelez Yes, bonne question. Les pièces, donc déjà, c'est moi qui ai tout le nerf de la guerre, c'est les vérins. Les vérins, c'est ce qui permet de faire bouger. Donc soit vous avez des vérins de portail qui portent pas beaucoup et puis qui vont à 2 à l'heure, voilà. Après, c'est des vérins, industriels qui coûtent, excessivement cher et donc moi, la plus grosse partie de mon développement et de la partie matière grise, c'était les vérins et donc moi, je fais les plans. Ça va faire rire, mais après, je suis allé sur, alors j'ai fait les prototypes, j'ai fait découper des pièces au laser, machine à commande numérique et tout, ici à la Ravoir quoi, enfin, avec Blanche, dans la vallée, on va dire, dans le coin. Pardon? Ah c'est les press c'est sous 7 ans. Voilà et aujourd'hui, par contre, la série est faite en Chine, malheureusement, mais bon, c'est pas le même prix. Et donc je suis allé sur Alibaba, j'ai cherché, j'ai fait un appel d'offres sur Alibaba et il y a des gens qui m'ont répondu et donc là, j'ai, 3 fournisseurs chinois. Donc chacun a des pièces différentes pour être sûr que personne ait les 3 en même temps, au même endroit. Voilà et donc après, ils m'envoient les pièces et honnêtement, heu, moi, le retour d'expérience, hein, les seules personnes à qui j'ai eu des problèmes, c'est les Français. C'est con, hein? Et la Chine, alors je parle même pas du prix qui défie toute concurrence, même avec le transport. Les gens sont disponibles, sont avenants. Il y a des pièces que j'ai faites sur mesure, j'envoie le plan le jeudi, le mardi, elle est sur mon bureau. Ils demandent même pas de payer avant, enfin, c'est vraiment, on comprend qu'ils nous écrasent, hein. Enfin, honnêtement, hein, c'est bluffant et la qualité, j'ai amené des pièces fabriquées en Chine, du coup, je les ai amenées à un usinard français, qui fait des grosses pièces. Il m'a dit: «Beh, honnêtement, on n'est pas capable de faire ça et même à 6 fois le prix, vous aurez une pièce moins bien que la vôtre». Donc ça fait à la fois peur et puis à la fois, on sait un peu tous, mais voilà, donc les pièces sont faites en Chine, enfin pardon, en Allemagne, ça vient chez moi, en France, ça vient chez moi. J'en fais chez moi aussi, j'ai un gros Fab Lab avec 4 imprimantes 3D et après le client, il reçoit donc comme j'envoie partout dans le monde, moi tout ce qui vient d'Europe, en fait, c'est chez moi. Je leur envoie en un paquet et après, si c'est aux États-Unis, c'est pas passé par chez moi parce que c'est con de payer 2 fois le transport et donc ça va directement chez lui et si c'est en France ou en Allemagne, ça va aussi chez lui directement et après ils le reçoivent et ils le montent. Ça, c'est la version en kit et après, vous imaginez bien que Dassault, ils l'ont pas acheté en kit et donc les 3 qu'on voit sur la photo d'avant là, eux, ils les ont pris complets et donc je les ai montés chez moi, assemblés chez moi, je les ai amenés là-bas, j'ai formé leurs opérateurs et cetera. Voilà, il y a différentes versions en fonction du porte-monnaie et du temps qu'on a à y consacrer. OK. Ah, je crois que tu avais une question. C'est exactement ça. Ah tâche les délais, ça marche. Juste, je vais passer derrière, je reviendrai vers à toi. Alphonse, il y avait une question? Ici, l'assurance, le simulateur a 50 000 et tiens, qui arrive à compenser sur le marché. Alors déjà, je suis tout seul dans mon garage, je fais pas de frais de structure, j'ai pas de salariés. Est-ce qu'ils ont quelque chose de mieux, ceux à 150? Ils sont moins bien même. Ils ont moins bien, d'accord. Là, celui-là, j'ai mis à peu près 3 mois à le dessiner entre le premier plan et puis le prototype, enfin le lancement de la fabrication. Celui-là, j'ai mis 6 heures. Au début, je voulais faire 15 simus et puis un jour, j'ai discuté, avec un gars qui fait de le problème de celui-là le problème de celui-là, c'est que vous pouvez pas mettre un cockpit d'un avion ou d'une voiture dessus. Parce qu'en fait, il y a vous pouvez mettre plein de trucs, mais vous pouvez pas poser quelque chose dessus parce qu'il y a la structure en elle-même qui vous empêche de mettre, un cockpit d'avion. Donc une fois, je suis allé dans un aéroclub là et le mec il me fait: «Putain Hervé, c'est trop con, moi j'ai un truc certifié, je voudrais le mettre sur ton simu quoi». Et donc il dit: «Non, non, je veux pas faire de 2e produit, c'est pas possible et tout, je veux pas avoir 2 références et cetera». Et le lendemain matin, j'avais le 2e produit. Alors c'est un dérivé, hein, parce que c'est les mêmes vérins. J'avais déjà construit ces vérins, pour que ce soit facilement changeable là, on va dire. C'est le même produit, on va dire. Mais ouais, le lendemain, j'ai lancé la fabrication. Donc celui-là, par exemple, là, je viens d'en vendre 2 à des étudiants d'une école à Paris. Eux, ils veulent faire des prototypes pour les écoles, de pilotage et cetera, des cockpits, pardon. Et donc ils ont besoin de motion et donc ils vont mettre leur cockpit, ils vont le poser sur mon simulateur, en fait. Et aujourd'hui, ils avaient rien trouvé parce qu'ils vont pas acheter un truc à 150 000 balles, ça coupe la trou du cul, quoi. Et donc ça, ils vont monter les miens et puis ça correspondra exactement à leurs besoins. Donc en gros, les solutions à 150 000 balles aujourd'hui, chez les pros, ils ont plein de frais de structure et cetera. Ils ont ouais, enfin, il y a aussi une marge qui peut-être être différente de la mienne, je peux pas savoir.
Et il y a un très gros problème aussi, c'est les solutions professionnelles aujourd'hui, c'est que ce sont des boîtes noires. La partie tout à l'heure, je sais plus qui me posait la question, pardon, de comment on fait le lien entre le jeu vidéo ou la simulation et puis le simu. Aujourd'hui, eux, ce qu'ils fournissent les pros, c'est des boîtes noires. Vous pouvez rien toucher de comment mon simu bouge. Voilà. Alors que moi, tout est complètement libre, comme je l'ai fait pour les particuliers. Si vous voulez que la plateforme elle aille à droite quand votre avion il va à gauche, vous pouvez le faire complètement, quoi. Voilà. Et donc ça, pareil, comme je commence à travailler avec des pros, ils me disent: «Putain, c'est trop bien, c'est pas fermé. On paye pas 3 000 € dès qu'on veut avoir une modification sur un logiciel» et cetera. Donc ça, c'est vraiment, c'est apprécié, ouais. Ils ont C'est genre quel point par rapport à 500 watts. Ça consomme 1 kilowatt quand tu te craches, quand tu prends un mur et c'est 500 watts en moyenne. Donc c'est vraiment ça consomme moins que le grille-pain, quoi. Donc non, c'est pas mal. Ça consomme moins que le PC qui fait tourner le casque VR qui fait tourner le simu, quoi. Non, c'est du 220 volts. Mmh. Mais oui, ça se branche, moi, encore une fois, comme l'objectif c'est de enfin, l'objectif c'était pour moi, déjà au début. Donc ouais, il faut partir d'un besoin, c'était pour moi et je voulais que ce soit simple. Les usines à moi je travaille dans l'industrie, je travaille chez EDF, donc sur les barrages hydroélectriques, donc avec, des trucs, il y a des tuyaux partout, des câbles partout et cetera et je voulais pas que ce soit ça. Moi, je voulais que tu puisses le brancher à ton PC, brancher à ta prise et fin de l'histoire. Pas de compresseur, pas d'huile, pas d'air, pas de bruit et cetera. C'était ça le besoin et donc ouais, c'est ça qui marche bien aussi, ouais. un logiciel avec comment ça marche? Alors c'est un logiciel, c'est fait par un gars qui est un Portugais qui est dans son garage aussi, avec qui je bosse depuis enfin je bosse, non, j'ai sympathisé, hein, depuis 6 ans et donc lui, il avait mis à disposition pour lui, il avait fait pour lui un logiciel qui est gratuit, qui est sur internet. Il est pas open source, donc c'est-à-dire qu'on peut pas le modifier, mais il est gratuit et donc je le fournis avec ma plateforme. Voilà et enfin, pour le coup, comme ça fait 6 ans qu'on bosse ensemble et qu'à l'époque, lui, il avait son simu, mais il était tout seul dans son coin, il est content d'avoir un autre gars qui avait aussi un simu et puis voilà, c'est vraiment les communautés de passionnés, hein. Enfin, ça part de là, hein. C'est, sur les forums, sur, Discord pour ceux qui connaissent, c'est ça, hein, c'est comme ça que ça se fait, quoi. Il y avait ouais, 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 moi j'ai une question, parce que tu dis qu'on peut poser un cockpit dessus, c'est quoi la capacité du aussi, Ouais, le poids? Ouais. Ouais, donc là, j'ai mis 250 kilos de charge utile. Quand on dit un cockpit, c'est pas un vrai cockpit d'avion, hein, c'est un cockpit, avec les composants, ce qui est déjà pas mal et après pour info, celui-là, on l'a testé à 600 kilos, donc on était, 7 dessus, 6 dessus, on se tenait un peu partout. Ah, ça marche nickel, quoi. J'ai fait la note de calcul pour 600 kilos et ouais, j'ai divisé par 2 pour avoir 2 fois le coefficient de sécurité, voilà. Ouais. et justement, toi, est-ce que tu as déjà eu et comment est-ce que tu gères les potentiels accidents? Parce que c'est quand même un truc assez puissant. Yes, alors excellente remarque. Hem, donc vous savez, quand on doit vendre un produit en Europe, on doit être CE. Ce que vous savez pas sûrement, c'est qu'en fait, le CE, c'est une auto-certification. C'est-à-dire que vous écrivez vous vendez ça là, il y a écrit CE, en fait, vous écrivez juste CE dessus. Il y a personne qui vérifie, donc en gros, tout ce qui vient de Chine, là, il y a écrit CE dessus, il y a personne qui vérifie que ça, bon, jusqu'à ce qu'il y ait un accident. Donc en gros, j'aurais pu commercialiser mon produit juste en écrivant CE dessus. Ça, sachez-le, hein, c'est important. Moi, j'ai pas fait ça, j'ai contacté le Bureau Veritas, qui est un organisme de certification, que vous devez connaître, hein, j'ai entendu. DEKRA, Bureau Veritas, et cetera et donc je leur ai dit: «Voilà, j'ai ce produit-là». Alors déjà, pour trouver quelqu'un qui veut bien bosser avec toi quand tu es un tout petit dans ton garage, c'est compliqué. Alors je sais même plus comment ça s'est fait, mais en fait, je crois que c'est le gars qui était passionné de simulation, donc il m'a dit: «Ah ouais», voilà, donc ça s'est fait comme ça et donc là, comment ça donc j'ai fait une analyse de risque. Donc c'est un document Excel en écrivant, tous les trucs qui peuvent arriver et comment dans la conception tu mets des parades. Tu as des cotations là, voilà, après tu dois faire des notices et après donc eux, ils viennent vérifier, que ce que tu as écrit, c'est bon et donc ça change rien à la certification. C'est juste que moi, j'ai un papier qui montre qu'en tout cas, dès la conception, j'ai fait le plus possible pour m'assurer qu'il y ait pas de problème. Voilà et il y en aura sûrement un jour, mais aujourd'hui, c'est pas arrivé et moi, dès la conception, j'ai fait, le plus possible pour qu'il y ait pas de souci. Non, après s'il y a un problème, bah et si quelqu'un se fait mal ou se tue, bah, il y aura, un procès avec, bah, voilà, vous avez fait ça, 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 il a pas respecté ou il a respecté mais votre truc était mal conçu et cetera. J'aurais pu juste faire certification CE, s'il y a un problème par contre, bah, là, c'est plus la même, quoi. Alors que là, j'ai quand même un organisme certifié, qui vient, valider mon analyse de risque et cetera. Ça m'a coûté, je sais plus 8 000 balles, je crois, mais au moins ça me protégeait à peu près de la tranquillité.
Ouais, c'est ouais. Ouais, c'est ça. Donc, comme j'y connais rien du tout, bon, ces critères de qualité, bon, pour que ce soit réaliste, c'est quoi des amplitudes ou des accélérations? C'est quoi qui fait que c'est pertinent? Alors déjà, il y a plusieurs choses. Donc déjà, il y a le casque de réalité virtuelle. D'ailleurs, ça peut être un écran, on n'est pas obligé d'être en casque. Donc là, il y a toute la partie jeu vidéo. Donc déjà, il faut que le simulateur en lui-même, donc le jeu vidéo, soit réaliste, enfin, ou en tout cas ressemble à quelque chose de réaliste. Il faut aussi que dans le casque, on ait suffisamment d'images pour que notre cerveau il parte pas en cacahuète. En gros, si vous avez pas assez d'images et que vous faites de la voiture, votre cerveau ça marche pas. Donc ça, c'est un premier critère. Vous pouvez avoir le meilleur simulateur, qui bouge. Si dans l'image, vous avez de la merde, ben, ça marche pas. Donc ça, c'est la partie, jeu vidéo, on va dire. Et après donc le simulateur en lui-même, il y a ce qu'on appelle la latence, donc le temps de réaction. Donc moi, c'est 2 millisecondes, donc ce qui est vraiment, pas beaucoup. Après, il y a la vitesse de mouvement aussi. Donc, c'est sûr que si ça se déplace comme ça, alors que votre voiture, elle fait un gros coup, bah, ça marche pas. Voilà, il y a la précision des mouvements et il y a la fluidité. Si c'est très saccadé, je disais, il y a des solutions à 8 000 €, c'est un peu de la merde là. C'est un système complètement différent, c'est très saccadé, ça fait du bruit et cetera, donc c'est pas terrible, quoi. Voilà. Donc c'est ça, c'est le fait que ce soit bien coordonné, que ça bouge bien, que ce soit souple, que ce soit réactif, c'est ça qui fait que ça marche. Et pour l'instant, ben, tout le monde est content. Et donc, tout se joue, là, hein. Si les vérins, ils ont aucune de ces caractéristiques, hein, la souplesse, l'accélération et cetera, bah, ça marche pas. Le simul, il marche pas. OK. Vas-y. Du coup, les Bérin, tu les as conçus tout seuls et ils sont électriques. Électriques, tu arrives à avoir des accélérations assez fortes. Le cerveau, c'est de la même manière, c'était des vis sans points. Ouais, c'est une vis sans fin, ouais, c'est dedans, il y a ouais, une vis, quelque chose qui est bloqué dedans, donc quand tu fais tourner une vis avec quelque chose qui est bloqué dedans, bah, ça te fait une translation. Pendant ça. Ouais, tu arrives à avoir des voies assez rapides sur ça. Oui, ben, en fait, on les vérins, ils sont capables donc, de faire toute la course en moins de 0,8 secondes. Donc ce qui est très rapide et on s'en sert jamais à cette pleine puissance parce que c'est trop, entre guillemets «dangereux». C'est filtré en fait. Les vérins sont bien plus puissants que ce qu'on est capable de nous de supporter de façon correcte, quoi. Enfin bon. Là, quand tu te prends un mur en F1, honnêtement, la plupart des gens une fois j'ai un gars, un vrai pilote, donc je fais un meeting là, il met son casque, il pilote, il se crache, je vous jure, hein, il est descendu de la plateforme, il s'est mis comme ça, il était blond comme le poteau là, il a cru qu'il était mort en fait. Entre la réalité virtuelle, les mouvements, la plateforme qui fait un gros coup, quand on se crache, lui, l'heure d'après, on l'a pas entendu quoi. Oh, c'est vraiment sympa. Ah, tu une question? Ouais, moi, c'était plutôt sur la partie justement, ouais, quand tu parles des tous les temps faussaires, Ouais. comment je fais pour continuer d'améliorer ton produit tout en disant: «Bon, bah, je peux pas aller dépasser tel seuil d'accélération». Comment c'est ton process de développement en fait? Non. Alors moi, je suis un peu atypique, hein, je sais pas s'il y en a qui ont vu l'émission, mais dans tout ce qui est LinkedIn, toutes les papiers qu'on voit et cetera, on met quand même très, 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 très en avant, les licornes, les gens qui lèvent 100 millions d'euros et cetera. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Je veux pas de salariés, je veux être tranquille, je veux pas avoir d'emmerde de RH, je veux pas avoir le gars en arrêt de travail et cetera et donc je fais pas du tout ça. Moi, ce que je veux, c'est m'éclater dans mon boulot. Je veux que ça reste une passion. Voilà, ça, c'est vraiment important. Je serais pas plus heureux si j'en vendais 10 fois plus. Clairement pas, au contraire même. Donc heu, donc voilà, c'est pareil, le développement, la pub, on peut me dire: «Ouais, mais tu pourrais faire bien plus de pub et cetera». Franchement, aujourd'hui, normalement, j'en ai vendu 3. Les 2 là dont je parlais tout à l'heure et en fait, non, ils veulent m'en prendre 3 donc voilà. Honnêtement, voilà, donc c'est pareil, le développement et cetera. Alors on dit: «Il faut innover, ça sert à innover». Ouais, enfin, moi aujourd'hui, le produit que j'ai moi j'améliore en fait, aujourd'hui ce que je fais, c'est que j'améliore l'intégration des périphériques, donc le joystick, le volant et cetera pour les utilisateurs pour que ce soit encore plus facile pour eux. Mais c'est à peu près tout sur la plateforme elle-même, je fais plus grand chose et puis un jour, il y aura sûrement un concurrent qui arrivera et qui fera mieux que moi. Bah, tant mieux. Si j'en ai fait pendant 10 ans et que j'ai vendu, je sais pas, 800 plateformes, bah, déjà j'aurais vendu ça, quoi et voilà, je vais pas faire, pas me saigner pour en vendre encore plus, quoi et je suis un peu enfin,
Quand je suis passé à qui va être mon associé, là, il y en a un, Éric Larchevêque, pour ceux qui le connaissent. Je n'avais pas la télé, donc je connaissais ni l'émission, ni les jurys d'ailleurs. Éric Larchevêque, il me dit: «Je vous suis pas parce qu'en fait, vous avez une super projet, super personne, mais par contre, moi, je veux gagner de l'argent, quoi». Et donc il a vu que j'allais pas avoir une croissance à 2 chiffres ou à 3 chiffres et cetera. Donc voilà, c'est pas le même type d'entrepreneur que ce qu'il cherche, d'habitude. Ah oui, c'est moi. C'est toi. Ça, OK. Hem, Qu'est-ce qui t'a fait basculer le projet d'un projet plutôt bricolage à l'optique de créer? Est-ce qu'il y a un élément qui a fait déclic? Et ben, c'est la donc comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis salarié chez EDF. Donc autant vous dire que c'est vraiment le modèle d'entreprise, réactif, avec, pas du tout de multicouches, voilà. Non, en gros, je suis salarié pépère, même si j'avais un job avec des grosses responsabilités, aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc je suis salarié pépère dans une boîte et moi, ça me va pas, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de me challenger. C'est pour ça que j'ai fait l'émission notamment. Ouais, j'ai envie que mon niveau de connaissance progresse, de me planter, de réapprendre et cetera. Et donc c'est pour ça que je m'étais toujours dit que je voudrais faire une boîte un jour, une petite boîte, hein, un petit truc, hein, pas faire Amazon, mais j'avais pas vraiment l'idée. Et donc là, en fait, bah, elle est venue l'idée et puis je me suis dit: «Bah, c'est parti, on fait la boîte» et voilà, c'est comme ça que j'ai créé la boîte, quoi, tout simplement. Vas-y. C'est quoi ta formation de perso? Bricoleur. Non, j'ai un diplôme d'ingénieur et un master de recherche, j'ai un double diplôme. Ouais, peut-être honnêtement, hein, que tu aies un CAP, un bac+10 ou quoi, si tu as l'envie, la niaque et l'idée surtout, bah, tu y arrives. C'est vraiment ce que j'ai défendu là quand je suis passé à l'émission, c'est que, ouais, si tu as la niaque aujourd'hui, tu peux, bon, ce que tu Du coup, je connais pas du tout cette émission. Dis-moi qu'est-ce que c'est et pourquoi vous avez décidé de participer? C'était bah, pourquoi tu, ouais, merci. Et donc Qui va de m'associer, je connaissais pas non plus parce que j'ai même pas la télé. Donc c'est une émission où en fait, c'est des, entrepreneurs qui viennent, donc c'est là, moi j'ai fait saison 5 je crois. On a connu. Moi je suis à la saison 5, ouais, ils font la 6 là. Donc c'est une émission en anglais, ça s'appelle Shark Tanks, où donc il y a des gens qui viennent pitcher leur projet devant 5 investisseurs ou 4 ou 3. Enfin là c'est 5 en l'occurrence. Et après, les gens, enfin les investisseurs, ils disent s'ils vous suivent ou ils vous suivent pas et vous avez un deal, voilà. Alors il y en a qui y vont parce qu'ils ont à tout prix besoin d'un associé, voilà. Il y en a qui y vont parce que ça leur fait un coup de pub sympa. Voilà, en gros, pour 3 000 € de frais, moi je suis passé devant 2 millions de personnes. Donc en termes de coût de pub et de rentabilité, franchement, ça peut rêver mieux. Et après, il y en a qui y vont, pour le challenge. C'était mon cas, en fait, hein. C'était ce que je disais un peu tout à l'heure, hein, c'est de sortir de sa zone de confort. Je connaissais pas l'émission, je suis allé voir. Il y en a qui se font défoncer quand ils passent devant le jury, là. Et voilà, c'est de sortir de sa zone de confort, apprendre à pitcher, apprendre, ouais, à pitcher, à défendre son truc, à convaincre des gens et voilà. Puis c'était une belle aventure humaine, donc ça, c'est vraiment cool, ouais. Et donc là, il y a la saison 6. Donc eux, ils ont à peu près 60 000 candidats par an. Et après, ils en prennent 60 pour les tournages et après, il y en a 55 qui passent à la télé. Donc il y a un sacré écrémage. Et voilà, c'est une belle aventure, ouais. J'y suis allé pour le challenge et j'ai pas été déçu. Et qui t'a suggéré d'y aller? Une collègue de travail. Elle me dit: «Putain, il faut que tu fasses l'émission, c'est trop bien et tout». L'émission, vas-y, mange. Et ouais, j'ai regardé Shark Tanks en anglais où là, c'était quand même beaucoup plus, virulent qu'en France, hein. Là, alors je veux pas dire qu'ils ont le lundi, hein, là, ça se passe pas très bien, mais aux US, là, c'est ouais. Et ouais, j'ai fait ça, c'est vraiment par hasard, quoi. Vas-y, Jean. Heu, Est-ce que tu as déjà été démarché par, des entreprises, des gens que cherchent toi personnellement? Alors, Et deuxième question, ouais. est-ce que même si cette entreprise où tu travailles, est-ce qu'il y a personne qui a eu l'idée de se dire: «Mais on a quand même quelqu'un qui est un peu inventif, qui est un peu créatif, qui est capable d'innover dans un environnement, suppose». Est-ce que, ça serait pas bien qu'on propose des Alors pour la première question, donc, aujourd'hui, j'ai personne qui m'a contacté pour l'entreprise en elle-même, Motion XT, ouais. Après, ben, quand j'ai fait le salon du Bourget, j'ai eu, enfin, le PDG de Dassault, le PDG de Thales qui m'ont dit les 2: «Si tu cherches un poste chez nous, tiens, voilà ma carte, je te prends direct». Donc ça fait plaisir. Voilà. Et après chez EDF, non, il y a pas eu cette démarche-là. Heu, Si on veut faire l'histoire, j'ai fait 13 ans ou 14 ans dans des usines
hydroélectrique. Donc là, j'étais adjoint, puis après, j'étais chef d'usine. Alors ça vous parle pas, mais l'électricité qu'on a là, il y a pas que des gens qui se tournent les pouces chez EDF. Et donc j'étais vraiment, j'étais dans la centrale avec des équipes de 30 personnes. Donc vous connaissez peut-être le barrage de Tignes ou des trucs comme ça. Et voilà, donc derrière, il y a des hommes, il y a des aménagements. C'est un énorme patrimoine industriel. Et donc j'avais des grosses responsabilités versus mon âge. Et après, je suis venu ici à Grenoble dans des bureaux, dans un centre d'ingénierie où là, pour le coup, les responsabilités, sont parties en chute libre. Et donc moi, à titre personnel, j'étais pas en grande forme. Je faisais ce qu'on appelle un bore-out. Donc un bore-out, pour ceux qui parlent, ceux à qui ça parle, c'est l'inverse du burn-out. C'est quand on est en sous-charge. Donc c'était complètement mon cas. Donc j'ai prévenu ma hiérarchie 1 fois, 2 fois, j'ai failli me mettre en arrêt de travail. Et donc l'entreprise, que j'ai créée m'a aussi sauvé sur le plan, personnel, mental. Puisque ça m'occupe l'esprit, c'est très challengeant, on se prend des murs et cetera. Et donc voilà, c'est à double enfin voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc non, dans l'entreprise, chez EDF, il y a personne qui a vu enfin, oui et non, c'est juste que maintenant que j'y suis, je suis très content d'avoir ce boulot où j'ai moins de responsabilités parce que ça me laisse du temps pour faire l'entreprise, quoi. Je peux prendre des congés, plus facilement que quand j'étais dans le poste d'avant, où j'avais des astreintes en plus, je pouvais sortir à 3 heures du matin, toutes les nuits, donc c'est plus pareil, quoi. Donc voilà. Maintenant, il y a pas eu cette démarche. Et là, des éléments, toi, tu es resté. Chez EDF, ouais, parce que je veux pas que ça devienne une, alors bah, déjà parce que j'ai quand même un salaire qui est convenable et puis surtout, je veux pas que ça devienne une, contrainte. Si demain, j'ai ma boîte me permet de manger, bah, c'est plus pareil que si c'est juste, du bonus, sachant qu'aujourd'hui, donc ça fait 2 ans et demi que la boîte est créée non 2 ans que la boîte est créée, j'ai touché 0 €. Je me suis versé ni salaire, ni dividende. C'est tout resté, dans la boîte, parce que vous savez que quand ça tombe dans notre poche, entre-temps, ça fait en gros, pour faire clair, sur 100 que je gagne, si je veux me les verser dans ma poche à moi, il y a 50 qui sont partis, pour faire très simple. Donc déjà, il y a 25 qui sont partis là pour au titre de l'impôt sur les sociétés, puis je laisse les 30 qui restent pour l'instant dans la société, quoi. Enfin, dans les 70. Tu as fait 30% ou tu es à 100%? Non, je suis à 100 %. Après là, par contre, comme il y avait le salon du Bourget et tout, j'ai pris bon, j'avais un paquet de congés que j'avais accumulé pendant ma vie précédente, donc là, j'ai pris 3 mois, où j'étais pas chez EDF. Yes. Et la suite, pour la boîte, c'est quoi? Ouais, c'est bon. Parce que moi, je me pose une question, et c'est pour ça que je me dis que c'est vaut mieux se regarder le boulot chez EDF. C'est que j'ai du mal à avoir les amis. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a son produit chez elle, Ouais. comment on fait? Il faut que. Ah non, la personne qui a son produit, revient pas. Ouais, c'est ça, ouais, exactement, c'est les nouveaux clients que j'ai, en fait, le marché, il est énorme parce que donc même si c'est un marché d'ultra niche, bah, en fait, il est international déjà. Donc sur 7 milliards de personnes, ça va vite. Rien qu'en France, je crois que j'en ai vendu 90 et pourtant on n'est pas le pays le plus fortuné, voilà. Moi, j'ai vendu essentiellement à des particuliers, il y a des pros. Moi, mon principe aussi, c'est de vendre à des gens qui revendent. Donc je leur vends un kit et le pro, lui, après, il le revend, en clé en main. Donc par exemple, là, j'ai un Suisse qui m'en a pris 4 et là, il vient de m'appeler hier, il va sûrement m'en prendre 4 de plus. Donc lui, il les fabrique chez lui, il les revend à des gens qui veulent pas le fabriquer, des universités et cetera. Donc il y a tout ce système. J'en ai en Belgique, là, j'ai un Américain qui m'en a acheté un lui et là, il vient d'en acheter 6 pour après les revendre aux États-Unis, heu, pour justement, en plus, éviter tous les problèmes de tarifs. Lui, il s'occupe de toutes les douanes, puis après, une fois que c'est sur le sol américain, c'est plus facile pour lui. Donc voilà, donc en fait, la personne qui a déjà le SILU, a priori, elle le reprend pas, mais le marché, il est énorme, quoi. S'il y a des changements de pièces, tu gères aussi? Ouais, carrément. Alors pour l'instant, et ouais, sur les 100, allez, il y en a 130 qui tournent, parce que les derniers, là, ils sont pas encore montés. Ça fait quand même, 780 V1 et aujourd'hui, je touche du bois, j'ai eu un problème sur un V1. Voilà. Et en plus, ce qui était compliqué dans le projet, c'est de faire simple. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient capables de le monter, comme vous l'avez compris. Et donc faire quelque chose de simple, bah, c'est compliqué. Voilà. Ça paraît con, mais voilà. Vas-y. Comment tu gères justement en termes de problèmes, voilà, non, c'est des points dont tu avais pas? Ouais, il y en a dit: «Toi, tu vraiment teubé quand même, hein». C'est ça, le comment tu gères sans justement service à côté, de,
Est-ce que tu penses qu'il y aura un problème? Est-ce que c'est en garantie à vie? Est-ce que Non, non, c'est garanti 2 ans en Europe, tout à fait légal et puis 1 an dans le reste du monde. Alors déjà aujourd'hui, j'ai de la chance, j'ai quasiment pas eu de problème. Puis après les gens qui ont des problèmes, ben, je veux dire, enfin, les quelques rares qui ont des soucis, je leur ai envoyé une caisse de remplacement, même sans qu'ils m'aient payé, bah, je veux dire, là, j'ai eu des gens qui ont eu des soucis, mais ils sont hors garantie. Donc je leur ai dit: «Bah, je t'envoie la pièce, si c'est ça, tu me renvoies l'ancienne et puis tu payes la nouvelle» et voilà et ça se passe comme ça. J'ai une toute petite communauté, hein, au final, 140 personnes, voilà, je les ai quasiment tous eus au téléphone ou en WhatsApp vidéo. Voilà, c'est vraiment une toute petite communauté. J'ai créé après un Discord, c'est une sorte de forum, on va dire. C'est un mélange entre un WhatsApp et un forum et donc il y a un Discord privé où tous les clients, ils ont accès et donc après ils dialoguent même entre eux, en fait, ou sans que j'ai besoin d'intervenir. Donc ça marche bien. C'est vraiment une petite commu de passionnés, quoi. C'est comme ça qu'il faut le voir. Avec un peu d'argent, mais Le processus d'achat, ça se passe comment? C'est bien. e-commerce, un site internet? Ouais. Alors il y a un site internet, mais qui prend une sacrée com. Donc en fait, la plupart des gens, ils me contactent directement, soit sur Discord, soit sur le site, soit par mail. La plupart des gens, on se fait un appel vidéo ou alors ils viennent tester chez moi, parce que j'ai un showroom avec 3 simis maintenant. Voilà et puis souvent, ils passent commande en suivant directement. Bah, le fait franchement, il y a des gens, ils te contactent. Alors il y en a, ils t'envoient 120 mails avant d'acheter. Voilà. Il y en a, bon après c'est sûr, ça dépend toujours du porte-monnaie, hein, voilà. Mais il y a un gars, il m'appelle, 3 minutes après, on est sur WhatsApp, 10 minutes après, il m'a fait un virement de 20 000 balles, quoi. Voilà et honnêtement, hein, c'est comme ça que ça passe. Il y en a, c'est l'inverse, c'est 120 mails, tu vois? Et celui qui achète pas après 120 mails, tu fais: «Putain lui, il aurait bien cassé les pieds». Mais bon, c'est comme ça. Et après je cours pas. Il y en a qui demandent des réducs et tout, je fais: «Non mais aujourd'hui, il y a rien d'autre sur le marché donc enfin, vous avez ça à 40 000 balles ou 35 000 balles, allez prendre ça à 120 000 balles si vous voulez». Vas-y derrière. J'ai pas encore fait. Ouais, j'espère le faire. En fait, il y a une liste de civils qui ont le droit de s'inscrire. Donc moi, je me suis inscrit et le gars qui valide, il m'a validé. Après, c'est peut-être dans 4 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être jamais en fait, mais et comment tu comptes faire si demain ça prend encore trop d'ampleur et que tu te retrouves à 10 commandes par jour, à 20 commandes par jour parce que tu vas plus pouvoir le gérer tout seul? Tu fais quoi? Tu vas fixer? alors du coup, déjà comme je vends des kits, aujourd'hui, un kit vendu, c'est à peu près 2 heures de boulot pour moi. Donc même si j'en vends alors bon, j'en vendrai jamais 10 par jour, mais même si j'en vends, 5 dans la semaine, c'est pas grand-chose. Ça m'a pris beaucoup de temps à faire les vidéos et les tutoriels, à faire le développement, mais maintenant chaque kit, c'est pas grand-chose et après, les quelques-uns que je vends soit pré-montés, donc c'est-à-dire je fais la moitié, soit complètement montés, bah, j'ai des copains qui ont monté des boîtes, des micro-entreprises et du coup, comme je veux pas de salariés et du coup, ils viennent bosser chez moi, et donc je les paye. La seule contrainte, c'est que pour pas que ce soit de la main-d'œuvre dissimulée, il faut qu'ils aient aussi une autre activité, avec d'autres professionnels que moi, ce qui est le cas, heu et voilà. Donc ils viennent m'aider, c'est comme un intérimaire, quoi, hein, si tu veux mais bon, comme ça représente qu'une petite partie, bah, de mon chiffre d'affaires, ça va. Je disais que du coup, le travail que tu avais eu jusqu'à maintenant, c'était de simplifier les démarches pour le montage. Yes, ouais. Est-ce que ça a été beaucoup apprécié, le fait que tu aies vraiment simplifié ça, ou le montage et cetera? En fait Travailler juste sur des choses de non. en fait, c'est compliqué à juger parce que la personne qui l'achète à l'instant T, elle a pas d'idée de ce qu'était le manuel à l'instant, T-1, quoi. Donc la personne qui l'achète, moi, ce que je vois, c'est que les 50 derniers qui ont acheté, j'ai quasiment eu aucune question, voire aucune, sur le montage. Après, j'ai des questions sur, le réglage de l'ordinateur, comment je mets mon joystick à droite et pas à gauche, voilà. Et sur le montage en lui-même, moi, mon indicateur, c'est, combien j'ai de personnes qui me demandent, étape 30 quoi, 33, je comprends pas ce que tu as fait, quoi. C'est plus ça. Heu, il y a un retour d'expérience que je vais vous faire qui est vraiment important pour moi parce qu'en plus, je l'ai partagé à pas mal de personnes. Donc je l'ai dit, hein, j'ai commencé sur Le Bon Coin, j'ai fait une micro-entreprise et après j'ai fait une société. La micro-entreprise, le principal problème, pour ceux qui connaissent ou ceux qui veulent aller, c'est qu'en fait, c'est un régime très simplifié et qui est super pour se lancer, mais on ne peut pas déduire ses achats. Voilà. En fait, on est facturé sur son chiffre d'affaires. Je vous prends un exemple, je vends un disque dur je dis ça parce qu'en fait, j'avais monté une micro-entreprise de services informatiques. J'ai une micro-entreprise, j'achète un disque dur 90,
je le vends 100, j'ai 30 d'impôt dessus. D'accord? Donc en fait, je l'ai vendu 100, moins 30, 70, donc je vais faire du 20 balles sur un disque dur que je vends à un client. Voilà. La micro-entreprise, il y a un abattement, et cetera, mais en gros, c'est essentiellement fait quand même pour les services, où il y a très peu d'achats. Pour faire simple, c'est peut-être pas exactement vrai, mais de façon générale, c'est ça. Voilà. Et aussi, donc quand j'ai commencé à vouloir créer l'entreprise, donc il y a plein de formats d'entreprise, et cetera. Ça, il faudra choisir. Mais surtout, on se dit, ça coûte la peau du cul de créer ces statuts. Ça coûte la peau du cul d'avoir un comptable. Et c'est vrai, on va dire ancienne formule. Moi, j'ai contacté des juristes, c'est 2500 balles les statuts. Bon, ChatGPT, statut, c'est pas trop mal en plus. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Mais on pourrait faire ça. Et la comptabilité, 250, 300 balles par mois. T'as intérêt à ce que ça marche quand même, hein. Et maintenant, il y a quand même des. Je fais pas de pub pour eux parce que j'ai pas d'action chez eux, mais il y a des services en ligne. Il y a Keobiz, il y a Dougs, il y en a sûrement d'autres. Bah, Dougs, c'est 80 balles par mois, compta, bilan inclus, 500 balles pour les statuts. Et voilà, ça vous permet de vous lancer. Honnêtement, 500 balles et puis après 80 balles par mois, c'est largement acceptable. Ça vous permet de vous lancer en vraie société, avec un compte. C'est très simplifié, ça marche super bien. Keobiz aussi. Enfin, j'ai pas testé, mais c'est un peu le même site, pour pas donner qu'une seule en copie ou pas. Et voilà, mais en tout cas, moi, je suis chez Dougs depuis 3 ans, je le conseille à plein de monde. Ça m'a permis de me lancer et ça coûte, enfin, honnêtement, 80 balles par mois, c'est pas 250, quoi. Donc c'est largement acceptable. Création d'entreprise, 500 balles, c'est un pack, c'est tout fait. Voilà, et franchement, c'est un petit retour d'expérience que je vais vous faire. N'hésitez pas à vous lancer. Au pire, si ça marche pas, et ben dans 2 ans, vous fermez la boîte. Ça vous aura coûté quelques centaines ou milliers d'euros, mais vous aurez aussi fait du chiffre d'affaires. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Et après, deuxième point, j'ai fait une formation qui s'appelle 5 jours pour entreprendre à la CCI, donc Chambre de commerce et d'industrie, pas de Grenoble, une autre. Et après, j'ai rencontré un conseiller innovation qui m'a quand même dit que mon projet n'était pas innovant et que ça marcherait pas. Et donc, j'ai été ni accompagné, ni j'ai eu aucune subvention, et cetera. Alors, j'ai envie de dire, pour moi, c'est pas très grave. J'avais de l'argent de côté, j'ai mis 50 000 balles et puis je me suis lancé. Bon, j'espère qu'il verra la vidéo. J'espère qu'il m'a vu aussi à qui veut être mon associé. Ce que je veux dire par là, c'est pareil, j'avais fait une étude de marché sur des forums un peu de passionnés. Il m'avait dit non, ça se vendra pas, c'est trop cher, et cetera. Ce que je veux dire par là, et vous l'avez sûrement entendu plein de fois, c'est lancez-vous. Au pire, vous perdez un peu d'argent. Voilà. Mais voilà, des fois ça marche aussi. Et puis, bah, vous connaissez tous SpaceX, hein. Ils ont crashé un gros paquet de fusées avant d'y arriver. Et là, maintenant, je pense que tout le monde, voilà, il y en a pas mal qui miseraient sur SpaceX. Ouais, donc lancez-vous parce que des fois ça vaut le coup. Et si vous vous ratez, bah, c'est pas grave, ça aura fait une super expérience. Si vous êtes jeune, voilà, ça vous servira pour d'autres projets, pour d'autres entreprises. Quand vous allez voir un recruteur, il vous dit, bah voilà, moi j'ai monté une micro-entreprise. J'ai fait de du juridique, du comptable, du chargé de communication. Voilà, vous avez une expérience qui est énorme par rapport à tous ceux qui sortent d'une école ou d'une université et qui n'ont rien fait, qui n'ont même pas travaillé tous les étés. Ouais, donc ça, n'hésitez pas vraiment à vous lancer. C'est une expérience, même si vous vous êtes planté, ben, c'est pas grave, ça aura fait une expérience qui vaut le coup, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. Et par contre, il y a la BPI. Donc la BPI, ça, c'est l'inverse. Vous avez envoyé un mail à un conseiller BPI, donc il m'avait pas répondu. Ah, c'est chiant quand même. Donc j'ai relancé un mail, j'ai renvoyé un mail au conseiller et il m'a dit: «Non, non, mais je t'avais pas répondu, enfin, je vous avais pas répondu parce que je croyais que c'était une arnaque, quoi». Parce qu'il me croyait pas que j'avais fait ça dans mon garage. Je croyais que j'avais fait une photo par IA, enfin la totale. Je fais: «Non, non, c'est pas une arnaque» et je lui dis: «Bah, venez tester, quoi». Donc il était à Lyon, il devait venir dans le coin, il dit: «Venez tester». Et donc il est venu, il a fait un tour de, je sais plus, d'avion de chasse ou de Formule 1, je sais plus. Et il est descendu, il m'a dit: «Putain, c'est un truc de fou ton truc. De suite, tu as la bourse French Tech, je vais défendre ton dossier, et cetera». Et donc voilà, c'était vraiment sympa, c'est l'inverse de la CCI. Et donc j'ai eu accès à la bourse French Tech qui est donc, je sais plus, c'est le maximum, c'est 33 000 €, je crois. Ouais. Donc là, c'est une bourse, c'est-à-dire que vous remboursez pas en fait, hein, c'est une subvention. Une subvention. Et donc la BPI, donc là, j'ai touché 21 000 sur les 33 000. Donc ça m'a permis de développer. Quand je dis que j'ai tout fait de A à Z, c'est presque complètement vrai. Il y a une partie qui fait le lien entre le PC et les vérins. Une partie électronique, c'est un Allemand dans son garage qui le fait. Et le problème, c'est déjà, bon, c'est que
mais que si un jour il arrête ou si un jour il se crache ou j'en sais rien, bah, je peux plus vendre de simu. Et donc là, les entre guillemets, la les 33 000 € de la bourse French Tech, ils me permettent de développer avec un électronicien français qui est un client, qui est devenu un ami, qui développe pour moi maintenant et donc de développer un produit franco-français et surtout de me mettre à l'abri d'une défaillance d'un fournisseur. Si lui, il arrête, je peux plus vendre de simu et donc là, avec moi, j'aurai mon propre, contrôleur de mouvement, donc je serai autonome là-dessus. Voilà. Ça, c'est et donc la bourse French Tech, elle me permet de faire ça et après, il y a toute une partie prêt d'honneur et cetera, mais en fait, j'ai pas eu besoin, donc je suis pas allé dans cette branche-là. C'est intéressant parce qu'en fait, des fois, il y a des banques qui vont pas vous suivre et par contre, si le conseiller, il a eu confiance en vous et qu'il croit en votre projet, il va vous permettre d'avoir un prêt qui peut être différé ou pas et qui peut être différé, mais surtout quand vous allez avoir après une banque, ils vont se dire: «Ah bah tiens, il y a French Tech», pas French Tech, pardon, BPI qui les a suivis et du coup, ça vaut le coup et du coup, je vais les suivre quand même et cetera. Donc ça peut être une aide pour vous. Enfin, j'ai pas de billets chez la BPI, hein, mais voilà, pour les projets qui ont besoin de financement et cetera, ça peut être intéressant ça. Et après, il y a plein d'autres trucs dans le coin. Il y a, merde, je sais même plus comment ça s'appelle. Enfin, il y a plein d'autres trucs, French Tech, il y a, Gaïa, Il y a quoi? Ouais, Gaïa, ouais, c'est ça. Il Entreprendre. y a plein de trucs qui peuvent vous aider à créer, ouais, c'est pareil. Voilà. Passer des questions. Yes? Moi, je trouve cette implémentation extrêmement dosante. Tu passes de complexité vers un peu de complexité avec une facilité et avec une sincérité. Je suis vraiment touché de d'accord. Il n'y a aucun moment, tu as une manière de se mettre en avant. Bon, pour être raté, vraiment liède, pas à tout côté grand clair, euh, genre maintenant de voir, diffuser ta parole soit enfin, un peu plus, à quelque chose à penser mettre. Je pense que là, les gens n'ont plus, vont se lancer, vraiment une énergie, tu peux sauter, tu vois, avec une orgue noblesse, parce que c'est pas le moteur, c'est pas l'argent, c'est simplement copier, développer, innover. Donc voilà, que vous êtes merci parce que j'ai vu que ça. Merci beaucoup. Ouais, mais si tu protèges vos verras, parce que ça m'a l'air d'être le point principal de valeur de crever. C'est ça? Alors, les brevets, c'est toute une histoire. Donc j'ai passé pas mal de temps avec l'INPI, donc l'Institut national de protection intellectuelle. Ce qu'il faut savoir déjà, le premier truc à part, c'est que vous pouvez pas breveter quelque chose que vous avez déjà diffusé. Donc dans le Cululu, j'avais déjà diffusé, c'est mort. Aujourd'hui, le simulateur en lui-même, c'est quelque chose qui existe, hein. Vous allez chez Airbus, il y a déjà des gros simulateurs et cetera, donc il y a pas de concept, enfin, je peux pas breveter le simulateur. Par contre, dans le vérin, il y a quelque chose que j'aurais pu breveter, une innovation, mais c'est trop tard. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, les brevets, c'est cher, donc il faut déposer le brevet. Il faut faire une zone géographique, donc vous pouvez faire un brevet, en France, en Europe, dans le monde, donc c'est cher. Enfin, bien sûr, plus c'est large, plus c'est cher. Il y a une jurée et après il y a la veille et ça, c'est aussi un sujet, hein, c'est qu'il faut veiller à ce que quelqu'un ne vous pique pas le brevet, donc ça coûte de l'argent et le dernier truc, c'est que si quelqu'un vous le pique, il faut que vous soyez capable de l'attaquer. Voilà et donc c'est pareil, hein, s'il y a un gros qui vous pique le truc, Mbappé, là, il vient de gagner contre le PSG, mais et voilà, on n'a pas tous cette chance-là. Donc voilà, le brevet, ça marche bien pour les très grosses boîtes. C'est plus compliqué pour les tout petits, mais ça peut se faire. Ça, c'est le premier point. Par contre, ce qui était important, c'est dans l'autre sens. Avant de passer à M6 là, enfin sur M6, moi, j'ai payé quand même 10 000 € pour qu'un cabinet externe vérifie que j'ai piqué l'idée de personne. Voilà. Donc ça veut pas dire que ça a marché. C'est-à-dire que alors la BPI m'a aidé d'ailleurs, là-dessus. Mais, ça veut pas dire que ça a marché. Enfin, ça veut pas dire qu'ils ont bien fait le taf, mais c'est pareil, si demain j'ai une boîte qui m'attaque en me disant: «Vous avez piqué mon brevet», moi je pourrais dire: «Bah écoutez, déjà je suis désolé, mais surtout, j'ai payé quand même 10 000 balles, un cabinet pro qui s'assure que je l'ai pas fait». Ouais, donc si de pardon? Expert, ouais. Ouais, j'ai pas fait exprès, donc si demain je suis devant un juge, bah, le juge il va dire: «Bah monsieur Edon, il est de bonne foi, il a fait en tout cas ce qui était possible de faire pour lui». Parce que les brevets, hein, vous allez sur l'INPI, vous mettez un c'est impossible, même l'expert il a du mal, enfin, voilà. Et donc voilà, ça c'est ce que je vous invite à faire aussi si vous avez une idée et cetera, c'est de vous assurer que vous avez pas piqué l'idée de quelqu'un d'autre. C'est tout aussi important que de protéger votre idée.
Ça et après ce qu'il faut savoir aussi, imaginons que demain j'ai un parce que ça c'était ma crainte aussi, j'ai un industriel qui se dise: «Bah, ouais, l'idée d'Hervé c'est super, je vais le breveter». Mais en fait, j'ai l'antériorité. C'est-à-dire qu'il peut pas m'empêcher moi de vendre, ce que j'ai déjà créé. Ça, c'est le premier point. Par contre, s'il innove sur mon simu, je pourrais pas, faire ce qu'il a fait lui, parce qu'il aura breveté son innovation. Mais moi, il y a personne aujourd'hui qui peut m'empêcher de vendre ce que j'ai créé. Et après, il y a un dernier truc qui est important, c'est l'enveloppe solo. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. L'enveloppe solo, bon, ça s'appelle une enveloppe parce qu'avant, c'était une enveloppe qu'on mettait sous cachet, on se l'envoyait en recommandé avec accusé de réception à nous-mêmes et on l'ouvrait pas, sinon ça marche pas. Mais donc là, maintenant, c'est numérique, donc vous payez, alors je sais plus le prix, mais c'est, 100 balles ou 200 balles. Vous avez un certain nombre de mégaoctets, donc vous mettez à l'INPI ou ouais, c'est à l'INPI, je crois. Vous mettez toutes vos idées, donc moi, j'ai mis tous mes plans, et cetera dans une enveloppe numérique avec tout qui est dans un coffre-fort sécurisé. Ça sert à quoi? Alors moi, ça me sert plus à grand chose, mais vous, par exemple, vous avez une idée aujourd'hui, vous avez pas les moyens ou le temps de la développer, de créer la boîte, bah, vous mettez tout ça dans une enveloppe solo et s'il y a une boîte qui fait la même chose que ce à quoi vous avez pensé, bah, vous pouvez vous défendre et faire, votre idée, votre projet, parce que vous l'aviez déposé dans votre enveloppe, quoi. Donc ça, c'est vraiment important pour les gens, j'espère qu'il y en a plein qui ont plein d'idées. Ça coûte pas très cher, c'est accessible à tout le monde et vous pouvez sauver mettre de côté vos idées pour plus tard. Voilà. Et ça, c'est bien. Solo. S-O-L-E-A-U, voilà. Alors c'est iSolo maintenant, que c'est électronique, mais Est-ce qu'il y a d'autres questions? Que il y aura en sorte de technologie sur les DRAM ou autres applications web? Parce que c'est déjà, heu heu, oui, pas bah, j'ai motorisé mon portail, à un moment, je me suis dit: «Je mets mes vérins, quoi». C'est mais bon, je suis pas il s'ouvre beaucoup, il s'ouvre beaucoup plus ouais, ouais, c'est ouvert. Non, je sais pas, dedans, ouais, sur le simu en lui-même, oui. Donc là, on parle de voitures, avions et cetera, mais j'en ai qui m'ont une université allemande qui m'en a pris, donc ils ont pris celle de droite là. Eux, ils font de l'éolien offshore et donc ils ont mis leur éolienne modèle réduit sur mon simulateur dans une soufflerie pour que ça simule la houle marine, voilà. J'ai un kiné qui me l'a acheté pour faire de la rééducation, vestibulaire pour les problèmes d'oreille interne. Donc le vérin en lui-même, j'ai envie de dire non, mais la plateforme, elle peut servir c'est un truc qui bouge. J'ai eu une demande pour faire un simulateur de tapis volant. Voilà. Donc on peut faire ce qu'on veut, en fait, tant que ça bouge, là-dedans qui ouais, tu là-dedans. Ouais, mais tu oui, hein, pour la Paris Games Week, là, ils voulaient faire un simulateur de tapis volant qui bouge. Bon, c'est pas allé au bout, mais et après, là, il y a tout le marché, en fait, aujourd'hui, un des principaux freins à la VR, j'ai dit à la réalité virtuelle, pardon, tout à l'heure, c'est, le fait d'être malade. Parce que ça bouge et donc tout ce qui est voiture, enfin tout ce qui est véhicule, hein, avion, hélico, voiture, montagne russe et cetera, la plupart des gens sont malades et donc là, sur la plateforme, j'ai dû faire passer à peu près 3 500 personnes en meeting, des pilotes, des non-pilotes et cetera, madame Michu. Ils ont fait du FD Top Gun, Top Gun donc catapultage, tonneau, vrille, tout, passé dans des immeubles à Dubaï et j'ai eu aucun malade. Aucun. Voilà. Donc en termes de formation des pilotes, là, bah, j'ai l'armée de l'air qui m'en a pris, j'ai l'armée de terre qui vient de m'en prendre. En termes de l'aviation civile, en termes de formation des pilotes, c'est des pilotes de voiture ou d'avion, c'est énorme. Le champ, il est énorme. Parce que ça règle ce problème de maladie, quoi. Donc ça, c'est cool. Vas-y, vas-y. Moi, j'avais une question. Les SOP développaient des choses pour avoir des diamants. Non, en fait, c'est la plupart des simulations, enfin, les jeux de voiture ou d'avion, ils ont déjà ça. Donc nous, il peut juste récupérer. C'est ça, bon. D'accord. Vous jouez à Flight Simulator pour le plus connu, hein, le jeu d'avion là, qui en plus est développé par des Français, les 2 dernières versions. En fait, ils fournissent toutes les données, il y a juste à les récupérer. Donc c'est ce dont je parlais avec le grec là que je fais depuis 6 ans, le portugais pardon. Depuis 6 ans, c'est pas au même endroit. Et ouais, c'est à côté, ouais. Et et voilà et donc on récupère ces données, on les envoie dans le TIMI. Donc là, j'ai parlé du contrôleur, que je vais payer là avec une partie avec la BPI. La dernière question qui se pose pour moi, c'est ce logiciel-là, est-ce que je développe mon propre logiciel?
Ouais, je sais pas si ça vaut le coup, en fait. Ça va me coûter 100 000, 200 ou 300 000 balles, j'en sais rien. Je sais pas si j'aurai une vraie plus-value par rapport à mon copain portugais, en fait, ouais. Il veut pas me vendre les sources, donc c'est des questions, donc Ouais, ouais. Et tu dis, donc il est vendu 10 000 12 000, tu as dit? TTC, c'est 13 000 €, ouais. Et tu disais, d'autres à 45 000 sont moins bien. Ouais. Et est-ce que, comment dire? Est-ce que tu t'es posé la question de dire si je le propose à 20 000 ou 25, Mmh. est-ce que j'en vendrais moins? Ou est-ce que ce serait pas gentil? Tu te mets à la place de tes clients en disant, ou est-ce que vraiment tu as fait une Alors estimation du non, moi, en fait, je voulais qu'il soit accessible à des particuliers. Donc pour les particuliers, alors au début, je m'étais dit, 10 000 € hors taxes. Bon, après, il y a les coûts, enfin, vous savez, il y a l'inflation, hein, donc moi, mes coûts ont augmenté, donc pour garder la même marge, j'ai augmenté. Aujourd'hui, c'est 11 200 € hors taxes. Bon, j'ai rajouté des trucs aussi, mais et je veux que ça reste dans cette gamme de prix-là. Et après, il y a des gens qui sont beaucoup plus fortunés, on va dire. Alors que ce soit des entreprises d'assaut, en gros, ça a été 25 000 pour eux parce que je suis allé chez eux, j'ai monté, j'ai formé et cetera. Et il y a une version intermédiaire où c'est une version préassemblée et là, on passe plutôt vers les 15 000 à 16 000 €. Et donc moi, là, ma marge, elle augmente vachement. Mais je le dis très clairement aux gens qui m'appellent, hein, je leur dis: «Les 4 000 € que vous avez payés de plus, c'est pas du tout en lien avec les heures que je vais passer dessus». Mais comme ils ont du fric, voilà, ils s'en fichent, en fait. Donc du coup, c'est là où le prix est plus important. Et j'ai pas envie de le mettre plus cher parce qu'en fait, je veux que des gens comme moi, ils puissent accéder à ce franchement, vous rendez peut-être pas compte parce que c'est peut-être pas votre milieu et cetera. Je discutais avec une de vos collègues là-bas qui voudrait un tapis, pour pouvoir courir dessus en VR. Bah, pour des passionnés comme moi de simulation, avoir accès à ce genre de plateforme, c'est vraiment aujourd'hui, on est vraiment enfin, c'est le reste pour les passionnés comme moi, et que ce soit accessible, voilà. Donc je veux pas augmenter le prix, pour que ça devienne alors il y en a qui peuvent pas se l'acheter, c'est toujours trop cher. Je peux pas aller en dessous, enfin pas bien en dessous, mais je veux rester dans cette gamme de prix, ouais. Mais moi, je suis peut-être curieux et il parle de la blague. La marge? Ouais, là, avoir non, mais une vague idée. Ah ouais, mais ouais, il y a pas de souci, hein. Là, alors il y a ce qu'on appelle enfin, je sais pas où ce que vous, enfin, en gros, on achète, on a son chiffre d'affaires là, puis après on a, la marge brute, c'est 50 à peu près. C'est-à-dire qu'un simu, quand je le vends 13 000, sur un simu, je gagne à peu près, 6 000 à 7 000 € pour 2 heures de boulot. Bah, c'est énorme. Oui, non, mais c'est jamais. Et après, par contre, il faut enlever tous les autres frais, là, c'est vraiment la marge brute et après il y a tous les autres frais de structure, d'assurance et cetera, donc ça diminue. Là, en gros, à la fin, moi, je parle en toute transparence, là, normalement, j'espère, enfin, j'espère ou je m'en fous, en fait, mais 1 000 000 € de chiffre d'affaires et là, en gros, le résultat brut d'exploitation après impôt, c'est à peu près 260 000 €. Avant impôt, pardon, c'est 260 000 €. Donc après, on enlève, 30 ou 40 000 € d'impôt sur la société. Donc moi, je pourrais me reverser cette deuxième année-là 200 000 balles de dividendes, en fait. Bon, faut enlever 30 encore avant que ça tombe dans ma poche, mais voilà, en fait, c'est à peu près ça. Heu, mais il y a un truc, je vais vous dire aussi, en toute transparence, heu, moi, aujourd'hui, 99 de mes dépenses, c'était de l'informatique, moi, en tant que geek passionné. Et l'entreprise, elle me sert à quoi? Alors sans que ce soit un abus de bien social parce que c'est des objets dont j'ai besoin. Aujourd'hui, dans mon showroom, j'ai 4 PC gamers à 5 000 balles que j'aurais jamais pu acheter dans l'entreprise. Donc j'ai un truc de psychopathe. J'ai des simulateurs, les potes, ils viennent chez moi. Demain, il y a une soirée chez moi, on va se faire des courses de voiture à 3 dans le même truc. Voilà. Et du coup, moi, indirectement, même si je me reverse pas d'argent, mon pouvoir d'achat, il a augmenté parce que du coup, tout ce que j'achète avec l'entreprise qui sert à l'entreprise, hein, voilà. Et ben, typiquement, mon PC de bureau, c'est un gros PC gamer. Je m'en sers pour l'entreprise, je m'en sers aussi, pour jouer des fois le soir. Et voilà, et ça me diminue ce que j'achète moi. Donc, faut faire attention parce que la limite est fine là quand vous êtes, seul dans votre entreprise entre, ça sert à la boîte et c'est de la vue de bien social. Donc il faut vraiment être réglo. Mais voilà, ça permet indirectement aussi d'augmenter son pouvoir d'achat. Vas-y, vas-y. Je lance comme ça, mais tu pas des gens qui font des salons d'arcade? Si. Ben là, la vidéo qu'on alors dans le coin, non, pas encore. Mais là, la vidéo qu'on a vue, c'est 6 simulateurs dans une salle d'arcade. Il y en a 2 qui viennent de s'ouvrir à Brest, il y en a 2 à Aurillac, il y en a à Toulouse. Et là, il y a un gros truc qui s'est ouvert là,
à côté, Un domaine où tout est. ouais, Touvet. Ils sont venus chez moi, mais on n'a pas fait affaire. Mais oui, oui, là, la fin, là où il y en a 6 là, tu vas là, en plus, c'est à Metz, donc il fait pas beau tous les jours. Donc là-bas, tu vas là-bas, chacun se met sur son simu et c'est comme au karting, quoi. Tu fais ta course, en voiture en avion de chasse ou en voiture et cetera et puis chacun est dans son simu et donc c'est génial, quoi. Tu t'es déjà dit, je sais pas, dans 16 ans, mais peut-être pas plus loin, mais si demain, il y a un salon de la boîte et tous les débuts, Non. c'est 6. Ouais. C'est chiant. Oh, c'est des légères. Ouais, ouais. Là, je suis allé en installer 4 à Dubaï, tu vois? Bah, voilà, donc Il y a l'air moyen. pardon? Un voyage, c'est Ouais, bah, j'en ai installé 4 donc j'ai pris une semaine, j'ai bossé 5 jours, j'ai fait 2 jours de vacances et voilà, bah. Dire ça je l'aurais jamais fait. J'ai un gars qui m'a appelé, je suis passé à Kivet de mon associé. Le gars, il m'appelle, il me fait: «Hervé, je suis à Las Vegas, tu viens m'installer un simu, quoi». Donc il m'a payé l'aller-retour, le montage du simu. Je sais pas si vous connaissez, le Bellagio, là, c'est l'hôtel dans Ocean Eleven, c'est le plus gros, il nous a payé une suite par an, une suite pendant une semaine là-bas. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et donc non, je veux pas vendre ma boîte parce qu'en fait, l'argent, j'en ferai rien et alors que ça, voilà, faire un tour en Rafale ou en hélico de combat, je pourrais jamais le faire sinon, quoi. Et comment tu fais pour trouver un peu de flexibilité sur ton 100 de sur des moments comme ça où ça va être un peu Bah, je pose des congés, OK voilà. et c'est Voilà et après, bah, c'est toujours pareil, il y en a plein qui me disent: «Comment tu fais pour faire tout ça dans la journée?» Bah, j'ai limité Instagram à 10 minutes par jour, voilà. J'ai limité LinkedIn à 5 minutes par jour. J'ai pas TikTok, j'ai pas toutes ces conneries-là. Pardon. Pas mon truc, voilà. Voilà et après, bah, quand mes collègues, ils vont manger, et qu'ils mettent 1 heure et demie entre manger, le café et cetera, moi, je mange en un quart d'heure et je fais ma compta après, quoi. Et on va me dire: «Ah mais j'ai pas de vie» et cetera. Non, franchement, ça me va très bien. Mais voilà, c'est toujours pareil, c'est le temps, qu'est-ce que tu en fais? Des fois, le week-end, je me lève à 6 heures du mat et je fais ma compta et puis je fais un dessin sur un truc. Bah, voilà, mais voilà, c'est une passion encore une fois. C'est-à-dire que si j'ai pas envie de le faire, il y a rien qui m'oblige à le faire. Voilà. C'est la dernière fois, j'ai attendu jusqu'à 2 heures du matin qu'un Américain, il signe un contrat, j'ai vendu 3 simus à 2 heures du matin, quoi. Et là, ça vaut vraiment le coup d'attendre 2 heures du matin, tu vois? Il voulait pas signer, le gars fait: «Vas-y». Et voilà, donc ça vaut vraiment le coup d'attendre. Mais c'est quand on travaille pour soi, à l'inverse d'une grosse entreprise, on voit directement l'impact de ses décisions et de son fait, quoi. Et c'est marrant parce que du coup, oui, c'est ça. j'ai les 2 extrêmes. J'ai le multicouche, multistraté où personne n'a de responsabilité chez EDF, ou pas grand monde en tout cas, où c'est dilué, voilà. Et à l'inverse, dans la société là, ça c'est une, SASU, enfin SASU, une société à action simplifiée unique personnelle, où toutes les décisions que je prends, elles ont un impact direct dans un sens ou dans l'autre. Et donc c'est vraiment les 2 extrêmes pour moi. Ça c'est cool. C'est une question par rapport à le crédit, il a dit que les 2 enfants en niveau justement, en proportion, tu as 35 heures, oui, c'est ça? Alors je suis cadre donc il y a pas vraiment de 35 heures mais ouais. OK et du coup, tu passes aussi forcément beaucoup de temps sur ta boîte et du coup, le est-ce que tu peux avoir une forme dédiée fixe pour ta famille ou, comment est-ce que vraiment ils te disent Alors déjà maintenant ils ont 14 et 13 ans, donc ils ont pas les mêmes besoins qu'un enfant de 5 ans, hein. Au moins ils nous voient et au mieux ils se portent. C'est presque ça. Mais non, moi le critère pourquoi déjà je veux pas parce qu'on m'a dit, hein: «Pourquoi tu vas pas en installer à gauche à droite, faire le commercial et cetera?» parce qu'en fait je veux pas être loin de ma famille et donc c'est pour ça que je veux vendre des kits. J'ai même des gens, ils me disent: «Tu me le fais?» Je fais: «Non, je veux pas venir t'installer, je vends des kits, tu te débrouilles» parce que c'est pas mon trip de partir 3 4 jours et cetera. Et donc voilà, c'est comme ça que je manage du temps, heu, mais il faut vraiment avoir des moments privilégiés avec eux. Après, encore une fois, je l'aurais pas fait à 4 ans, enfin quand ils avaient 4 ans. Maintenant, c'est des ados, voilà. Déjà le dimanche, ils se lèvent à 11h30. Alors celle qui a 13 ans, non et le plus grand un peu parce qu'en fait, il m'aide, on va dire et il devient gros et au milieu de troupe là et en fait, comme il a un temps d'écran très limité, on va dire, lui aussi.
pour le protéger des écrans. Ils ont pas de portable, ils ont un temps d'écran très limité. En fait, ils gagnent du temps d'écran en m'aidant à faire, des trucs de la boîte, quoi. Je le rémunère en temps d'écran. Je peux travailler l'enfant, je devrais pas. Non, mais voilà, c'est, bah, lui, ça lui permet de faire des trucs et cetera, donc tout le monde est content. Est-ce qu'ils sont influencés par l'état d'esprit entrepreneur? Est-ce que Non, ça me tu veilles à leur éducation aussi, tu les formes à être salariés ou est-ce que tu profites? Comment est-ce que tu les aides? ouais, j'essaie de faire le mieux possible. Je sais pas s'il y a beaucoup de parents, mais c'est le: «Tu de plainte?» C'était: «Ouais, c'est quand? OK». Et non, non, franchement, ça se passe bien et cetera, mais ce que j'essaie de leur inculquer, c'est la valeur travail. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est quand même défendu dans la plupart des médias et cetera et dans la plupart des réseaux sociaux notamment, hein, c'est: «Je gagne beaucoup d'argent en faisant pas grand-chose», ce qui est d'ailleurs faux pour la plupart, hein. C'est soit ils font beaucoup et ils gagnent, mais ils disent qu'ils font pas beaucoup, soit ils gagnent rien, puis ils font croire qu'ils ont beaucoup. Donc voilà, c'est plutôt la partie, ouais, c'est la valeur du travail, hem et pas être comme ça et attendre que le RSA il tombe, ouais. Mais ça, c'est plutôt ma politique. Après pour la partie entrepreneuriale ou salariée, enfin, j'ai quand même fait une formation qui s'appelle 5 jours pour entreprendre dont j'ai parlé, où il y avait une mère de famille qui attendait son 3e gamin et qui était à la formation parce que dans 2 mois, elle quittait son boulot pour se mettre en micro-entreprise, pour faire des coutures, enfin pour vendre des trucs Montessori, donc ouais, enfin pour faire de la couture en gros et voilà. Hem, donc ce que vous savez ou ce que vous savez pas, c'est que quand vous quittez votre travail pour monter une entreprise, vous avez le droit à une aide qui s'appelle l'ARE ou l'ACRE, enfin création d'entreprise ou reprise d'entreprise. Pendant 18 mois, vous avez votre salaire, enfin 80 du salaire. Bon, c'est ça. Donc pendant 18 mois, en fait, tu as 80 du salaire, donc tu es tranquille. Mais à la fin des 18 mois, pour vivre en vendant des trucs en tissu, pour vivre avec un salaire convenable, bah, tu as intérêt à faire plus de 70 heures par jour et donc tes enfants, tu les verras encore moins, quoi. Donc ouais, il faut vraiment, être salarié, ça a quand même ses avantages. Être entrepreneur, ça a aussi ses avantages et donc arriver à mixer les 2, c'est pas mal. Voilà. Là, la personne de la CCI, je pense qu'elle avait tout à fait raison. Elle disait qu'elle il y a eu plein de monde qui s'est lancé dans les micro-entreprises et en fait, on se rend compte que pour se rémunérer à la fin du mois, pour dégager un chiffre d'affaires suffisant, c'est compliqué. Et par contre, il y a plein de monde qui font un métier, je vais dire au final, c'est comme moi maintenant, c'est-à-dire je fais un métier, on va dire alimentaire, heu, ou en tout cas qui permet de subvenir à ses besoins et après un métier plus passion. À côté, ouais, où là, c'est vraiment les tripes qui partent et cetera et c'est plutôt ça qui est en train de se dégager, quoi. Voilà et le salariat, ça a quand même un gros paquet d'avantages, hein. Si je suis là, c'est grâce à EDF. J'ai appris toute la partie technique grâce à EDF et aux gens qui m'ont accompagné. Donc je crache pas du tout sur EDF, attention, hein. Vraiment pas, hein. Et ça me permet ils sont souples, j'ai une hiérarchie qui est super sympa, ils comprennent ce que je fais, et donc c'est vraiment top, quoi. Donc avoir le salariat, ça a quand même ses avantages. On sait qu'on est payé à la fin du mois, quoi. Pour avoir une dernière question, qu'on pense pas à la suite. Du coup, vas-y. Les Templiers, c'est qui des Alpha non, est-ce que c'est parce que moi je pense que c'est les impôts ou Non, pas de manière générale, par contre. Alors oui, il y a beaucoup d'impôts et oui, je l'ai dit, mais il y a beaucoup d'impôts quand tu gagnes de l'argent. C'est-à-dire que aujourd'hui, pourquoi je suis super imposé aussi, c'est qu'en fait, j'ai un salaire. Donc si demain, je veux me reverser un salaire, bah, j'ai la somme, l'impôt sur le revenu, c'est vous savez, c'est crescendo, donc plus tu gagnes, au plus tu payes. Mais oui, il y a beaucoup d'impôts, notamment quand tu as c'est compliqué, en fait, c'est plus ça, il y a plein de trucs à savoir. Mais si tu es juste à l'équilibre, ben, tu as pas beaucoup d'impôts pour une toute petite boîte, je crois, hein. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, pourquoi j'ai beaucoup d'impôts? C'est que je fais 1 000 000 € de chiffre d'affaires et 300 000 € de résultats d'exploitation, donc ils freinent une partie et c'est aussi normal, quoi. Ouais, ouais. est-ce que c'est aussi difficile pour même Ah, je sais pas. Ce que je sais, c'est que, par exemple, j'ai des collaborateurs en Suisse, la partie impôt sur les sociétés est beaucoup moindre. Au Luxembourg aussi. Donc aujourd'hui, nous en France, c'est 15 jusqu'à 42 500 € de bénéfices. Ouais, pas de bénéfices de résultat d'exploitation, mais en gros, jusqu'à 42 500, c'est 15 et après, c'est 25. En Suisse, je sais que c'est beaucoup moins. Voilà et après, il y a la partie donc ça reste dans enfin, je sais pas quel niveau de culture vous avez, hein, mais sur ce sujet-là. Mais en gros, il y a tant que ça reste dans la société, après tu payes pas d'impôt sur le revenu ou de taxes et après, c'est quand tu veux te le reverser à toi, où là, pour le coup, bah, tu as encore une partie impôt qui tombe, quoi. Donc
Et si les dividendes, c'est 30%. Pardon? Et les autres pays, je sais pas. Je me suis pas renseigné, hein. Mais si par exemple, si tu es en Luxembourg ou en Suisse et que tu veux te le reverser en France, bah, si tu veux te le reverser à toi qui es résident français, c'est la règle française. Voilà. Mais en fait, le but de tout ça, après, quand tu as une entreprise, enfin, après, c'est moi, typiquement, l'argent, il reste dans la société. À moyen terme, je veux créer une holding, donc une société mère, faire une autre SCI. Donc une SCI, c'est une société immobilière qui va acheter des appartements pour loger mes enfants s'ils font des études supérieures. Donc moi, à titre perso, je paierai un loyer dans un appartement qui appartiendra à ma société. Et à l'inverse, aujourd'hui, la société qui bosse chez moi, en fait, chez moi, me paye un loyer à moi, sur lequel je suis imposé. Et le but, c'est que ça reste, en fait, dans cette boucle-là, quoi. Voilà. Mais après, il y en a qui en font autre chose, hein. Il y en a qui font une autre société avec, ouais, c'est une optimisation, c'est un compromis à avoir. Le but, moi, comme j'ai pas besoin de cet argent-là, j'ai pas envie que ça retombe chez moi et que du coup, il y ait les impôts qui passent entre temps, quoi. Voilà. Mais c'est, ouais, après, l'optimisation, quoi. Eh ben, merci Hervé pour ce témoignage. Maintenant, je sais pas, tu as eu pas mal des questions. Ouais. Je vous propose maintenant à vous de parler de vos projets sur une petite session pitch. Est-ce qu'il y en a qui veulent venir partager ce qu'ils font, s'entraîner à pitcher pour plein de choses différentes? Vas-y. Allez, on les encourage. Allez, les gars. Je vais dire avant ça. Donc, avance un peu, avance. Donc, bonjour à tous. Donc, nous, si on est ici, c'est qu'on est des étudiants entrepreneurs. Donc, nous, notre projet, c'est pas un simulateur, c'est même pas un prototype vraiment. Nous, on est plutôt sur le développement d'une application. Donc, nous, on veut essayer de développer une application pour aider les associations à mieux gérer leur quotidien, parce qu'une association, ça a beaucoup de, pardon, ça a beaucoup de besoins. Il y a beaucoup d'outils qui existent divers et variés, mais quand on est, soit très jeune, soit plutôt retraité, on n'a pas forcément envie de se former sur 45 outils différents pour, faire fonctionner l'association. Donc nous, ce qu'on voudrait faire, c'est créer un seul outil qui recense tout et qui vous aide et qui vous accompagne en vous formant petit à petit à tout ce dont vous pouvez avoir besoin, et pour, aussi vous permettre, de plus facilement accéder à toutes les ressources, que vous pourriez trouver sur internet au prix de plusieurs heures de recherche sur des sites obscurs du gouvernement. Bah, nous, le but, c'est qu'on vous aide et qu'on vous accompagne plus facilement. Wow. Et non, non, je l'ai fait. S'il y a une question, si quelqu'un veut poser une question, sinon c'est moi. Vous en êtes tous? Vous avez besoin de quelque chose? Bah, du coup, nous, pour l'instant, on avance, petit à petit. On essaie de voir, les choix de formules, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, les statuts, et cetera. Et sinon, bah, pour les besoins actuellement, ça serait plutôt, trouver des associations qui seraient, prêtes à échanger avec nous pour, à propos, bah, est-ce que nos grilles tarifaires leur semblent, acceptables? Quels sont les outils qu'eux utilisent pour voir si, bah, nos les concurrents que nous, on a identifiés sont les bons? Parce que si on se base sur certains concurrents, mais que personne les connaît, bah, ça sert pas à grand chose. Voilà, si jamais vous avez des contacts, d'associations ou de gens qui pourraient être intéressés, hésitez pas à nous les on se chargera de faire le prospect après, sur ces contacts. Eh ben, merci. Oui. Et Du coup, comment est-ce que vous vous appelez et pourquoi est-ce que vous avez ce projet-là? c'est vrai que donc oui, nous, on s'appelle, Nodasso, et ce projet-là, il est venu parce que, Arthur comme moi, on a été en contact avec le milieu associatif et on s'est surtout rendu compte que, autant de la part des adhérents qui ont beaucoup de mal à suivre tous les canaux de communication ou de venir à tous les événements, et autant des gérants d'associations qui ont du mal à être sur tous les fronts et à être efficaces de partout. Bah, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des gens qui avaient des problèmes ou qui abandonnaient leur idée d'association ou de projet parce que c'était trop compliqué, ça demandait trop de temps, ils avaient pas c c'était pas assez facile, on va dire. Et du coup, bah, nous, on s'est dit: «S'il y a des gens qui abandonnent, c'est dommage». Le milieu associatif en France, il est quand même très il bouge beaucoup. Donc c'est une expérience assez impressionnante de fonder une association. Donc nous, on s'est dit: «Bah, si c'est le seul obstacle qui vous reste, bah, nous, on va essayer de le diminuer et de vous accompagner à le passer». Allez, dernière question, après on passe au prochain.
ici, en tant que formateur, vous avez formé les personnes qui sont de l'association ou c'est justement rendre service à l'association à des avec dans notre esprit et dit rendre lycée. Non, ça va être de proposer une application qui va permettre de tout regrouper au même endroit. Comme ça, déjà, les gens peuvent utiliser tous les services nécessaires, donc la compta, la com, et cetera, au même endroit et de rajouter, des aides d'intérêt de base, donc comment gérer sa finance, comment gérer, le côté légal qui soit déjà intégré et qui aiderait les personnes. Parce qu'on connaît des assos qui utilisent encore Excel ou la main pour déclarer, tout ce qu'ils font ou tout ce qui se passe et cetera, donc aider tout le monde à utiliser tous les outils qui existent maintenant pour se développer correctement. Mais ouais, cohérent, quoi. Est-ce que d'autres veulent partager ce sur quoi ils travaillent? Bah, Al? Bonsoir, je m'appelle Roman, je devais être avec mon associé aujourd'hui qui s'appelle Elohen et on monte tous les 2 un projet qui s'appelle Way, W-E-Y. En fait, on est parti d'un constat qui est très simple. On est tous les 2 passionnés de sport de glisse et en particulier du kitesurf et en fait, aujourd'hui, quand on fait un séjour de kitesurf, par exemple à Dakhla au Maroc, c'est assez difficile d'obtenir des photos de qualité de ces sessions, tout simplement pour des raisons techniques, mais aussi pour d'autres raisons et donc en fait, nous, on a développé une solution qui permet aux riders, quand ils sortent de l'eau, de juste prendre une douche et tout de suite après, de retrouver des photos d'eux sur une marketplace qu'ils peuvent tout de suite acheter. En fait, ça fonctionne d'une manière très, très simple. Nous, on va sur place, au Maroc, par exemple, à Dakhla et on forme et on équipe des locaux qui n'ont pas du tout de formation de photographe à la base, parce qu'on s'est rendu compte que c'était très simple, en réalité, les former à un type de photographie spécifique et l'idée, c'est de les former, de leur fournir du matériel complètement gratuitement pour ensuite, ils puissent travailler et importer des photos sur notre marketplace et donc ça a plusieurs avantages. On travaille avec des camps partenaires sur place. On leur fournit un service de photographie qui est clé en main. Ça, pour les photographes, c'est aussi un avantage parce qu'on leur fournit du matériel qui coûte très souvent, cher et on leur fournit aussi un emploi, qui est valorisant et qui est pérenne sur le long terme et le troisième aspect, c'est pour les riders, comme je l'ai expliqué juste avant, c'est d'obtenir des photos de qualité, sans friction et de manière extrêmement rapide et notre objectif sur le long terme, c'est de devenir en fait un standard de la photographie des sports de glisse, et voilà. alors, Il y a une question? Vas-y. vous rémunérez comment? Et les gens à qui vous fournissez du matériel de photographie, comment ils s'utilisent? Ouais, exactement. En fait, on les forme, on les équipe, on leur fournit une formation. Le matériel, eux, ils ne le payent pas du tout. C'est un appareil photo et puis, en fait, ils ont une base fixe, qu'on leur fournit tous les mois, qui correspond à peu près à la moitié du salaire moyen du pays et ensuite, ils ont une base variable, en fait, qui est à peu près, de l'ordre, par exemple, de 20 sur des photos qu'on leur fournit, qui dépendent donc de leur performance, directe. Eh bien, merci. Est-ce que d'autres veulent venir essayer? Tester le pitch? Eh bah, pas de souci, on va passer à la dernière phase qui va pas être très longue. Hem, il y a pas mal d'événements qui sont à venir, que ce soit au niveau public ou dans l'écosystème. Tous les premiers jeudis du mois, je le rappelle, il y a un apéro entrepreneur qui est organisé à la table ronde. L'idée, c'est qu'il y a pas de PowerPoint, il y a pas de formalisme. C'est vraiment de rencontrer d'autres entrepreneurs pour partager des problématiques, des solutions, et faire des rencontres. Le 20 janvier prochain, il y a l'apéro pitch. L'idée, c'est quelques pitchers, donc soit vous venez en tant que participant, soit en tant que public. Donc de venir pitcher, présenter le projet, parler de son projet, essayer de trouver des contacts, des solutions, faire avancer votre projet et donner de la visibilité. Ou vous pouvez juste venir, aider les gens, voir ce qui se passe dans l'écosystème. C'est toujours des soirées conviviales qui sont très sympas et ça vaut le coup en tout cas de se challenger en essayant ce périmètre. Quelle heure? Bonjour. C'est à 18h30, voilà et c'est à la French Tech au Totem, en plein centre de Grenoble. Hem, Pedro, peut-être si tu peux dire un petit mot sur le Tech Fest? Hem, sur le concours de pitch peut-être? Bah, voilà, globalement, chaque année, à Grenoble, on reçoit le Tech Fest qui est le plus gros événement de la tech, en tout cas dans le coin, entièreté.
Et cette année, l'UGA fait partie des exposants, en fait. On retrouve tous les acteurs de l'écosystème. Pépitosé sera présent sur la partie structure d'accompagnement avec certaines dont tu as parlé tout à l'heure. Donc, vous pourrez nous retrouver sur place. Juste pour ceux qui sont en mode startup un peu avancé et qui veulent faire des connexions, il y a un concours de pitch à projet qui est organisé par les organisateurs de TechFest. Ça s'appelle Tech and Pitch. Il suffit, je le signale parce que je m'en suis rendu compte ces derniers jours que beaucoup ne l'ont pas vu. En fait, en allant sur le site web de Tech and Fest, il y a une rubrique Tech and Pitch et dans laquelle on peut s'inscrire. Alors, c'est très sélectif. J'ai discuté avec les organisateurs l'année dernière, il y avait plus d'une soixantaine de startups qui sont assez avancées. En fait, le seul critère, c'est de pas être déjà passé par un financement de Team Série A. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir levé des millions, quoi. Euh, les, mais c'est un concours de pitch. Donc, c'est la qualité du pitch qui fera la différence sur la scène. Vous voulez des financeurs aussi. Alors, tout le monde ensemble. C'est les pitchs ont lieu devant tout le public, dans lesquels il y a des financeurs. Ce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, pendant les 2 jours de Tech and Trace, il y a l'événement qui est organisé par la Métro, qui s'appelle iVenture, qui est un événement plutôt privé où des capitaux risqueurs d'Europe, voire du monde entier, viennent pour dialoguer avec des startups du territoire. Heu, mais là, ils viennent financer de la série A, de la série B. Donc, il se trouve que donc sur Grenoble, pendant les 2 jours de Tech and Fest, il y a des capitaux risqueurs qui circulent et qui sont occupés dans iVenture. Et donc, l'idée des organisateurs de Tech and Fest, c'est de leur proposer de venir jeter un coup d'œil sur la 16 aux futurs pousses qu'ils auront l'occasion de financer peut-être plus tard, lors d'un deuxième ou d'un troisième tour. Et donc là, effectivement, des financeurs. Et ça reste un concours, donc c'est un peu la somme. Donc il y a du financeur, il y a du grand public aussi. Après, le pitch, c'est vraiment un exercice compliqué, hein. Enfin, chacun est plus ou moins à l'aise dans l'exercice, mais enfin, s'entraîner, se casser les dents, et cetera, ou même prendre un coach pour apprendre, c'est vraiment bien. Et ça lui équipe de faire des pitchs là, comme il y en a qui ont pour de le faire, c'est vraiment Là-bas, il y a un plan d'essai si jamais il y en a qui veulent tester, hein, pour l'apéro pitch. Et pour ceux, alors ça, c'est le pitch du Tech and Fest, c'est le deuxième jour, le 5. Côté Pépitosé, pour ceux qui sont demandeurs, enfin, pour ceux qui seraient partants, on va probablement proposer aussi sur le stand de l'université de faire une session pitch. Alors, ce ne sera pas sur la scène principale devant 300 personnes. Il y aura peut-être que 30 personnes ou 50. Mais c'est quand même l'occasion, ça sera quand même l'occasion pour ceux parmi vous qui sont partants de, de venir pitcher, comme tu dis, de venir s'entraîner. Donc là, il y aura en janvier, on fera circuler l'info sur le Discord de Pépitosé pour voir qui est partant. On va rester sur la thématique des pitchs. Et Lisa, je vais te laisser prendre la suite. Cette année, on lance un truc qui existe déjà à l'échelle du réseau national Pépite, donc on est venu se greffer à l'événement. Donc c'est le Pépite Pitch. L'appel à candidature arrivera début janvier, sur le Discord. La petite spécificité, c'est que là, on parle de pitch vidéo qui seront diffusés sur Instagram. Donc on a aussi créé, enfin on va créer, en lien avec ça, des ateliers, sur les thématiques de création vidéo, montage vidéo, rédaction d'un script, ou même comment faire une vidéo qui marche sur les réseaux sociaux. Donc on parle vraiment des vidéos au format vertical. Donc voilà, ça arrivera, début janvier pour, les candidatures, et après les ateliers, ce sera aussi courant, fin janvier, février, en sachant que les ateliers sont ouverts à tous, étudiants entrepreneurs et tout étudiant qui a un projet, qui a envie d'avoir un peu plus de connaissances en vidéo. Et les ateliers sont ouverts aussi, pas forcément à ceux qui participent et qui candidatent au Pépite Pitch, c'est-à-dire que, l'idée c'est d'avoir cette connaissance sans forcément, participer au concours, même si c'est mieux pour tout le monde, donc voilà. Donc il y aura un gagnant à l'échelle, Pépitosé qui après partira, en concours à l'échelle, Pépite France, donc voilà, avec un petit lot à gagner comme toujours. Et on a Projexpo qui arrive le 2 avril. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est, une demi-journée où on est,
l'initiative étudiante, on va dire, à l'honneur, où chaque projet a un stand sur mardi ici de Muse. L'appel à candidature a été envoyé sur le Discord, donc vous avez toutes les infos. Et puis si jamais vous me chopez pendant la soirée pour qu'on en discute, donc voilà. En sachant qu'une fois que vous avez candidaté, si vous participez, là, il y a tout un programme d'accompagnement sur la création, que ce soit d'un prototype, comment scénariser son stand, de la com événementielle et cetera. Donc vous serez un peu accompagné. L'idée, c'est de pouvoir un peu tester, enfin présenter son projet et le tester en réel. L'année dernière, il y avait un peu plus de 1 000 visiteurs, bah, ça peut être une chouette expérience si donc voilà. Et ben, je crois qu'on a tout dit. Le prochain apérosé, ça sera en février. Alors, ça sera plus moi qui l'animerai parce que ce soir, c'est mon dernier et je termine, à Pépite à la fin de la semaine. Et quoi qu'il en soit, l'équipe Pépite, vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, d'être en forme, d'avancer sur le projet et d'être en forme pour l'année prochaine pour une année clinch. Et donc, on peut lancer le budget. Allez, on va voir un coup à la santé de Nico. Scott. Là, vous êtes Mathieu Ross. Quand les gens vont, est-ce que vous êtes étudiant de Spoulette? Non? Est-ce que Victor? Mais il y a juste besoin d'un petit pas de non si vous mettez ma casier. Ouais, ça passait l'arranger. Ouais, j'ai Mathieu Coletti qui est venu me voir aujourd'hui. Il m'a dit ce soir, il faut absolument, parce qu'il sait que je suis étudiant entrepreneur. Moi, je suis à GEM. Il me dit ce soir, il faut absolument me payer un peu pitoser parce que il y a une étudiante qui m'a dit qu'elle était. C'est de. Et je sais que dans vous une question. Hein? Mais. C'est ce qui. Quel message? Pour bah, putain, on a créé venir nous faire ça.